Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente Sud Radio, on parle auto. Et bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, la dernière de l'année. Déjà, nous sommes le samedi 30 décembre. Alors évidemment, j'espère que vous avez toutes et tous passé un très joli réveillon de Noël. Parce que nous étions ensemble le samedi 23, mais on n'était pas ensemble le 24 au soir, l'ami Jean-Luc. Ouais, moi j'ai eu plein de beaux cadeaux parce que comme j'ai été très sage, j'ai eu des beaux cadeaux. Voilà. Et pas moi. Voilà, c'est quand on n'est pas sage. Et moi, je l'assume totalement. Bon, je vais être un petit peu sage pour cette émission. Au programme duquel, eh bien tiens, on va parler des bonnes nouvelles juste pour le 1er janvier. Non, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles plus que de bonnes nouvelles. Mais alors commençons par la bonne. On ne perdra plus de points pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Ça, c'est une des bonnes nouvelles. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. C'est pour ça que moi, je voulais commencer avec un sourire, l'ami Jean-Luc. On parlera, tiens, puisqu'on parlait du permis à points, on va parler de la fin du permis à vie. Ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Ouais, qu'est-ce qu'on entend par fin du permis à vie ? C'est visite médicale pour les personnes âgées pour renouveler le permis de conduire. Voilà, ça c'est dans le tuyau. Est-ce que ça va arriver cette année ? On va en parler tout de suite pour démarrer l'émission. Puis comme on parle permis à 17 ans. Dans l'autre sens, là on a parlé des personnes âgées. Eh bien le décret a été publié le 20 décembre, donc on pourra passer son permis à partir de 17 ans. Alors est-ce que c'est une bonne idée ? On peut poser la question. Et on va poser la question aussi à tous ceux qui écoutent On parle auto. Vous pouvez appeler dès maintenant 0826 300 300 pour donner votre avis sur tous les sujets que l'on vous propose, dont celui-ci. Et vous pouvez aussi nous écrire @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet. Parlons pneus, parlons bien. Qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin du pneu ? Est-ce qu'il va y avoir, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il va y avoir un coup de frein sur les prix des pneus parce que les pneus ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Et normalement, allez, je dévoile un petit peu, ça devrait baisser en 2024. Alors, ce qui baissera pas, c'est les assurances. Ça, les assurances, ça va monter. Et encore plus pour ceux qui ont des voitures électriques, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Ce qui va monter également, c'est le niveau du malus écologique. Alors là, je peux vous dire, c'est le coup de bâton. On en parlera tout à l'heure parce qu'il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel mette son grain de sable là-dedans. Et moi, je l'espère. Bon, une autre nouvelle qui n'a pas du tout plu à nos amis motards, entre autres, c'est le contrôle technique des 2 roues. Démarrage en avril. Oui, démarrage en avril. On rentrera dans les modalités, savoir exactement est-ce que ça sera en place ? Oui, ça sera en place, je vous le dis, ça sera en place pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vérifiera exactement sur les motos ? Qu'est-ce qu'on attend de cette mesure ? Parce qu'on nous parle de sécurité. Or, on sait que dans les autres pays européens, en fait, ça n'a servi à rien en matière de sécurité. Alors, c'est plus, à mon avis, réglementaire pour le bruit et les plaques d'immatriculation. Voilà, c'est 2 choses qu'on veut vérifier sur les motos. Alors on parlera évidemment de 2024, puisque nous en sommes à l'avant-veille, puisque nous sommes le samedi 30. Les modèles les plus attendus en 2024 avec un bel invité. Alors, en plus, les Français sont à la fête. Citroën, Peugeot et Renault vont présenter des véhicules qui sont très importants pour eux. On garde le suspense jusqu'à la fin de l'émission, donc vous allez rester avec nous. Et puis, on va parler de quelque chose d'intéressant pour acheter. Voilà. Alors, si vous avez un petit peu d'argent, on parlera des modèles qui ont eu du succès cette année et qui en auront l'année prochaine. Et puis, on parlera de quelque chose qui devrait vous permettre d'acquérir un véhicule si vous avez des moyens modestes. C'est le fameux leasing social. On va vous expliquer quand ça marche aussi. Écoutez, on fait tout ça jusqu'à 13h. Nous sommes le samedi 30 décembre 2023. Nous allons d'ailleurs en 2024 fêter les 3 ans de On parle auto. Ce sera au mois de février. On fera une grande fête. J'espère bien. Mais en tout cas, pour l'instant, on vit avec vous le dernier week-end de 2023. On en est ravis. C'est parti, on vous attend aussi au standard 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et pour parler du sujet sur la fin du permis à vie, eh bien, on va tout simplement accueillir Alexandre Legendre, qui est responsable. Alexandra, pardon. Excusez-moi, Alexandra. Pardon. Ça, c'est les restes du réveillon de Noël encore. Moi, c'est tous les jours, là. C'est 15 jours de fête. Bonjour, Alexandra Legendre, responsable pôle études et communication de la Ligue des défenses de conducteurs.
Bonjour, bonjour. Bonjour Alexandra. J'ai perdu la vue. Fin d'année, ouais, alors, je vais être méchant, hein, je vais dire, mais ça y est, Laurence, elle, son permis, il va sauter. Hein, le jour où il y a la visite médicale, je crois que c'est foutu. Hein. Bon, alors c'est quoi cette histoire? La fin du permis à vie, c'est quoi? C'est une épée de Damoclès qui est suspendue. Alors depuis longtemps, hein, au-dessus de la tête des conducteurs qui sont âgés, parce qu'il y a un paquet de pays en Europe qui font des visites médicales pour les personnes les plus âgées qui doivent prendre le volant. Ouais. Ouais, absolument. Donc, je vais prendre la parole pour le coup pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et c'est que, en fait, effectivement, très clairement, dans la ligne de mire, ce sont les personnes les plus âgées qui sont visées. Mais le Parlement européen, donc, qui a décidé cette mesure, en fait, pour ne pas être accusé de cibler en particulier une part de la population, eh bien, a décidé le renouvellement du permis de conduire tous les 15 ans. Et évidemment, à partir de 65 ans, eh bien, ces échéances vont se rapprocher. Mais ça veut dire que, excusez-moi pour que ce soit clair, Alexandra, le gendre pour tout le monde de la Ligue de défense des conducteurs, c'est que dès que j'ai mon permis, par exemple, je le passe à 17 ans bientôt, ou à 18 ans, ou 20 ans, comme on veut, 15 ans après, j'ai une visite médicale à passer, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça. Okay. Et alors une visite médicale, sauf parce que c'est pareil, dès qu'il y a une mesure un petit peu comme ça clivante, on va dire, il y a tout de suite la dérogation qui va derrière. C'est-à-dire que le Parlement européen ouvre la possibilité pour chaque pays de mettre en place une dérogation sur la base d'une auto-évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous considérez que vous voyez bien, eh ben, non, mais c'est n'importe quoi. Les assureurs vont pas être super d'accord, en fait. Non, mais c'est surtout que c'est n'importe quoi. Pourquoi faire des choses comme ça pour très rapidement dire qu'on peut faire autrement? Enfin, moi, il faut qu'on m'explique comment fonctionnent les politiques européennes ou françaises, même des fois. Ouais. Bon, c'est une mesure qui reste à adopter par les députés européens en séance plénière, donc en courant janvier, courant février. Mais pour le moment, malgré tout, la commission transport du Parlement européen a adopté ce projet de suspension. Soyons clairs, Alexandra. Est-ce que les personnes âgées sont plus dangereuses ou ont plus d'accidents sur la route que les autres usagers? Alors on sait déjà que la plupart, ils ont des véhicules, je crois que c'est 60% des retraités qui possèdent un véhicule et que ceux qui habitent dans les campagnes n'ont pas d'autre choix parce qu'ils vont pas en vélo à la ville à côté, hein, ils ont besoin de leur permis de conduire. Oui, donc Jean-Luc, puis c'est il y a quelque chose de social dans le permis de conduire. Au-delà de ça, nos parents avaient leur voiture, enfin c'est aussi générationnel. Oui, c'est peut-être générationnel, mais alors il faut quand même reconnaître aussi que avec l'âge, les réflexes diminuent, la vue diminue, l'ouïe diminue également aussi, hein, c'est important pour conduire. Et ce qui pose problème aujourd'hui, je sais pour en avoir parlé longuement avec plein de médecins, c'est que personne n'ose dire à une personne aujourd'hui qui est plus en état de conduire, il faut arrêter de conduire, c'est ça le problème. Donc est-ce que ça serait pas la solution, effectivement, la visite médicale ? Alors, c'est effectivement une question de responsabilité. D'abord, est-ce que les personnes âgées ont plus d'accidents? Non, elles sont plus fragiles. Ça, c'est indéniable. Nos os sont moins solides quand on a 75 ans que quand on en a 25. Donc, ça, c'est un fait. Pour autant, si on compare par rapport à la part de la population des plus de 75 ans et le reste de la population, les personnes âgées ont 2 fois moins d'accidents. Enfin, sont responsables de 2 fois moins d'accidents que les 18-24 ans, par exemple. Donc, il va falloir arrêter aussi de stigmatiser cette part de la population. Alors après, entre 65 et 75 ans, on conduit aussi beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a un sondage Ipsos récent qui nous a dit, je crois que c'est à partir de 65 ans, on conduit plutôt 46 km par jour, alors que quand on a une trentaine d'années, c'est plutôt 25-30 km. C'est normal, vous êtes jeune retraité, vous êtes en pleine forme et vous conduisez plus. Et en fait, à ce moment-là, on ne note pas d'explosion de l'accidentalité, en fait. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'on va pointer du doigt une partie de la population qui n'a eu aucun problème de santé, mais dont on suppose que peut-être il va en avoir un. Notamment, je vois dans le cadre des accidents mortels, multifactoriels, le malaise passé 65 ans, c'est évidemment la cause d'accident la plus souvent. On peut mourir d'une crise cardiaque au volant. D'ailleurs, ça n'est jamais comptabilisé dans la mortalité routière. Quand on regarde les chiffres, personne ne meurt naturellement au volant, alors qu'on peut très bien mourir au volant comme on meurt dans sa cuisine ou dans son canapé. C'est exactement la même chose. Le papa de mon fils a eu un malaise au volant et il s'est tapé un poteau. Heureusement, il s'est tapé juste le poteau, mais voilà, ça peut arriver. Mais aucune visite médicale ne va prévoir ça. Non.
non. Donc effectivement, le fait de demander, la famille a un rôle aussi de sensibilisation de la personne âgée. La personne âgée aussi, elle a accès, il faut le savoir, à des stages de remise à niveau. C'est complètement possible. On peut se tourner vers son assureur. Alexandra, moi je suis pas complètement d'accord avec vous sur le côté Alexandra Legendre, responsable pour l'étude et communication de la Ligue de défense des conducteurs, de dire la famille doit aussi parler à la personne âgée. Avez-vous déjà essayé de parler à votre papa, à votre grand-père? Ils ne veulent rien entendre, ou à votre grand-mère. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est compliqué d'accepter. On est dans le déni quand on vieillit. On est dans le déni de comprendre qu'on est peut-être dangereux pour les autres. Et puis je voudrais revenir sur autre chose rapidement, c'est qu'on parle beaucoup des accidents. En fait, quand il y a une personne âgée qui a un accident qui malheureusement est dangereux et qui a blessé quelqu'un d'autre, on en parle parce que ça fait la une du journaux, ça touche l'émotion. On parle pas des multiples accidents des gamins qui sont, ou des jeunes, ou des gens qui sont bourrés, on n'en parle jamais, ou sauf quand il y a un énorme accident. Mais voilà, donc faut aussi remettre les choses à leur place. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'obligation médicale est peut-être la solution pour ces gens-là qui ne veulent pas accepter de la part de leurs proches de rendre les clés de la voiture. Alexandra, pour être très factuel, comment ça va se passer? Donc si l'Europe vote là en juillet, en janvier ou février, ça va être mis en place quand, et ça concernera quel type de population, à partir de quel âge? Eh ben, en fait, je peux pas vous donner l'échéance, puisque de toute façon, après, une fois qu'une mesure européenne est adoptée, il faut que chaque pays l'adapte à sa propre législation, donc ça va prendre du temps. Puis vous savez aussi bien que moi qu'une loi, une fois qu'elle est votée, il faut un décret d'application. Et comme pour le contrôle technique moto, vous avez pu constater qu'il y a eu un sacré bout de temps avant que finalement... Oui, il y a eu 20 ans pratiquement. La loi. Donc il peut se passer des années. Mais pour autant, il y a l'Union européenne pousse pour que ces mesures-là soient appliquées au plus vite. Donc ça peut peut-être durer moins longtemps. Mais je serais bien incapable de vous donner l'échéance exacte. Affaire à suivre. Hein. C'est ce qu'on appelle on va en reparler cette année. Voilà, on vient de lancer le débat. Un marronnier dans notre métier. C'est-à-dire des choses qui reviennent régulièrement, tout le temps. Bon, merci beaucoup Alexandra. Merci Alexandra. Merci. Et puis bonne fête de fin d'année. Et bon réveillon demain. Bon réveillon. Au revoir. Et puis surtout demain, on fait attention demain soir. Hein. Pas d'alcool au volant, hein, franchement. Évidemment. Ce serait cool. Ce serait cool que... il faut toujours le dire. Voilà, c'est pas moraliste, hein, c'est juste faites gaffe à vous et à ceux que vous allez transporter dans vos voitures. Soyez prudents. On vous embrasse. Dans quelques instants, nous allons parler d'excès de vitesse, puisque peut-être c'est sûr, on ne va plus perdre de points pour les petits excès de vitesse. On décrypte tout sur Sud Radio dans On parle auto dans quelques instants. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant d'essayer la voiture de l'année, la Dacia Sandero, on accueille Maître Rémi Josson pour un sujet, attention mesdames et messieurs, pour une bonne nouvelle, qui nous intéresse tous surtout. Dans un concert de mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Pour une fois, le gouvernement tient ses promesses en faveur des conducteurs. On va avoir cette fameuse... moins de perte de suppression des pertes de points, c'est comme ça qu'on va le dire à partir du 1er janvier. On va d'abord accueillir Maître Rémi Josson, qui est avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Maître. Bonjour Maître Josson. Voilà. Alors c'est quoi cette bonne nouvelle vraiment? Bonne nouvelle, on en avait déjà un petit peu parlé Rémi ensemble dans l'émission, mais ça y est, c'est acté à partir du 1er janvier, tous les petits excès de vitesse. Alors c'est quelle vitesse d'ailleurs, petits excès de vitesse? Oui, Jean-Luc, ça y est, c'est la bonne nouvelle. Enfin, le décret est publié au journal officiel et il prévoit qu'à partir du 1er janvier 2024, donc là dans quelques jours, certains excès de vitesse, donc petits excès de vitesse, ne seront plus sanctionnés d'une perte de points, ce fameux 1 point qui vient un petit peu grignoter le permis de conduire de quelques millions d'automobilistes. Ouais, puis c'était pas négligeable, Rémi, parce que c'est 58% des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Je vais vous poser la question, Jean-Luc Moreau, l'ami Jean-Luc, les points que vous perdez, c'est ça généralement? Ah mais c'est toujours ça, dernier c'est 71 au lieu de 70. On devient dingue. Mais donc 76, 77. Et ça c'est important ce que vous dites. Si on a un compteur de vitesse qui est très précis. Moi par exemple qui roule beaucoup en ancienne, j'ai des compteurs qui me donnent la vitesse à plus ou moins 10 km/h près. Il faut préférer les jeunes maintenant. Maître Josson, attention, soyons vraiment précis sur Sud Radio dans On parle auto, c'est moins de 5 km/h
c'est ça, après, sur le PV en fait. Voilà, exactement. Les vitesses retenues. Voilà, donc la perte de points va se déclencher pour les excès de vitesse retenus à partir de 5 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire, mais effectivement, comme vous le disiez, c'est une fois la marge d'erreur technique du radar déduite. Donc pour être concret, eh bien on va rajouter 10 km/h pour chaque infraction et chaque réglementation particulière. Donc typiquement, pour une zone 30, eh bien vous allez perdre des points à partir d'une vitesse constatée de 40 km/h. Pour une vitesse à 50, c'est 60, 70, 80, etc., etc. Et sur autoroute, eh bien, vous allez déclencher la perte de points à partir de 142 km/h pour les radars fixes, c'est-à-dire pour les radars qui ne sont pas en mouvement, qui ne bougent pas au moment du contrôle. Et lorsque nous sommes dans le cadre d'un radar mobile, eh bien là, la marge d'erreur est plus importante et on va ajouter non pas 10 mais 15 km/h. Donc ça fait quand même un ratio relativement important. Et on retiendra par exemple, eh bien qu'en ville, il va déclencher à partir de 65 km/h et sur autoroute à partir de 150 km/h. Donc vous voyez que ça a une incidence particulière. C'est pourquoi certains imaginent déjà une augmentation des vitesses moyennes sur route et donc d'une accidentalité plus importante. Juste une chose, c'est d'autant plus important que là, on va partir tous là sur les routes pour fêter le réveillon du 1er janvier. Donc de toute façon, lever le pied, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, puisqu'on est le 30. Les gens, de toute façon, roulent. Ces excès de vitesse-là, c'est pas volontaire. En général, c'est plus de l'inattention et on passe devant le radar, on se dit ah zut, c'était limité à combien de fois quand on conduit beaucoup, on se dit c'était limité à combien en passant devant le radar. Tu passes de 70 Rémi, 90. On va quand même préciser que si les points sautent pour les petits excès de vitesse, on continue à être redevable de l'amende. Voilà, exactement, évidemment. Et l'amende pour une infraction en ville, elle est relativement importante. C'est 135 € pour tout excès de vitesse en ville, en agglomération. Alors évidemment... Oui, puis 90 si c'est le PV minoré. Oui, mais si on paye avant, on ne paye pas ça. 90 en ville, 90, c'est ça. Et 45 en campagne. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas dépénalisé les petits excès de vitesse. On a simplement expurgé ces fautes d'inattention de la perte de points en disant, avec un peu le ton cynique qui est le mien, c'est qu'en fait l'administration a peut-être fait un cadeau aux automobilistes, mais l'administration se fait aussi un cadeau à elle-même, puisque comme l'a dit Jean-Luc, 58% des excès de vitesse, des petits excès de vitesse sont concernés. Donc c'est des dossiers en moins à traiter, évidemment. Oui. Rémi, ce qu'on peut peut-être aussi préciser, parce que là, ça paraît être un cadeau extraordinaire, mais les autres PV, on récupérera de quelle façon les points? Parce que là, en dessous de 10 km/h, c'était ça, on récupérait le point au bout de 6 mois. Ah oui, c'est vrai. Bonne question de Jean-Luc M. Comment ça va se passer? Jean-Luc M de Paris, non, ça va pas changer grand-chose. Les modalités restent les mêmes, c'est-à-dire que pour les excès de vitesse, les petits excès de vitesse, si on parle vraiment de cela, entre plus 5 et moins de 20, c'est toujours un point et vous allez le récupérer au bout de 6 mois s'il n'y a pas eu d'infraction dans cet intervalle-là. Donc ce mécanisme-là ne va pas changer puisqu'il n'y a pas de perte de points pour ceux qui sont inférieurs à 5 km/h. En même temps, c'est quand même, ça reste une bonne nouvelle. Parce que... ça reste une bonne nouvelle. C'est vrai que le fait de perdre un point après, l'État dit oui, mais si vous perdez un point, vous le récupérez dans les 6 mois. Mais celui qui roule beaucoup, il va perdre son point et puis il va en perdre un autre un peu plus tard. Et le premier point, il ne récupère, Rémi, je dis ça sous votre contrôle, qu'au bout de 2 ans. Donc c'est plus 6 mois pour 1 km/h. On va perdre un point pendant 2 ans si on a un autre excès de vitesse derrière ou une autre infraction avec un retrait de points derrière. C'est ça qui, au cumul, faisait qu'on n'arrivait pas à se remettre. On n'arrivait pas à refaire son capital. Et si vous voulez, les années passant, on a vu de plus en plus de personnes perdre leur permis pour des petits excès de vitesse, donc des 1 point, des cumuls de 1 point. Et puis surtout, on voit de plus en plus des gens qui n'arrivent pas à recapitaliser leur permis, n'arrivent pas à remonter à 12, même s'ils font un stage, comme disait Jean-Luc. C'est très mathématique et statistique.
plus vous roulez, plus vous êtes exposé au contrôle et donc plus ça vous perdez de points. C'est tout à fait logique. J'ai une dernière question, puisqu'on l'avait eu d'ailleurs dans On parle auto sur Sud Radio, avec tous les appels que nous avons au 0826 300 300. Si jamais je me suis fait avoir au mois de décembre, ça marche pas. Je paye quand même, parce que quoi qu'il en soit, tous ceux qui sont perdus au mois de décembre, ils vont pas gentiment ne pas me les enlever, quoi. Alors moi je pense que ça va poser une vraie problématique de droit parce que il y a une application d'une loi plus douce au moment où on va payer son amende et perdre son point après janvier 2024. Il est tout à fait possible que certains automobilistes vont attendre le 1er janvier 2024, vont payer leur amende après en demandant le bénéfice rétroactif de cette disposition. C'est les tribunaux qui trancheront la question. Ouais. On l'a déjà dit, autant la loi, il n'y a pas de doute, elle est rétroactive quand elle est plus souple, quand elle est plus favorable à l'automobiliste. Quand c'est un décret, comme là en l'espèce, les cas de jurisprudence sont plus rares, mais ce contentieux va forcément être amené devant les tribunaux. En fait, on voit bien qu'on a beau multiplier les contrôles, les modalités de verbalisation, etc., etc., il y a toujours autant de permis à valider, il y a de plus en plus de nombre de points à retirer chaque année, il y a moins de morts, tant mieux, mais ça veut dire aussi que il faut bien lâcher un peu les mâchoires de la répression sur l'automobilisme, parce que malheureusement, la contrepartie, c'est des gens qui conduisent sans permis, sans assurance, avec tous les risques que ça a, délit de fuite, refus d'obtempérer, enfin, on en parle tous les jours. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Maître Jossaume. Et puis, Jossaume. bon réveillon demain. Oui. Parce que nous, on est avec vous samedi, mais demain, c'est la fête, réveillon de Nouvel An. Avec modération. Ouais, et puis surtout, soyez prudents si vous prenez la route, soyez le Sam de la voiture et ne buvez pas. Et ramenez tout le monde en bon port. Je parle pas pour vous seulement, Maître Jossaume, je parle pour tout le monde. Mais je conduirai pas quand même. Ouais, c'est bien, moi non plus. Moi, je fais ça à la maison, ça va être très bien. Posé. Merci Rémi. On vous embrasse fort, fort, fort. Allez, à bientôt. Merci. À suivre dans On parle auto, l'essai de la semaine, ce sera la Dacia Sandero SCE 65. Et vous, au 0826 300 300 pour vos réactions, aussi vos questions. À tout de suite. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et attention, on va prendre un volant particulier. Comme nous sommes le dernier samedi de l'année, l'ami Jean-Luc a décidé de prendre le volant de sa voiture coup de cœur essayée cette année. Exactement. Et donc, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Rolls, c'est pas une Jaguar. Porsche. D'ailleurs, on n'en a essayé aucune dans l'année. À ce sujet, nous lançons un appel pour Rolls. Comme on n'a plus de sous, eh bien, c'est la petite Dacia Sandero SCE 65, un véhicule particulièrement accessible. C'est la moins chère du marché. Elle démarre à 11 990 €. Il faut dire que quand on l'avait essayée, elle ne valait que 11 490 €. Et c'est votre coup de cœur. Donc en 6 mois, elle a quand même pris 500 balles. Voilà. C'est la Dacia Sandero dans sa version de base. La Sandero, c'est la voiture la plus vendue en Europe et en France, aux particuliers. Donc à ceux qui nous écoutent, puisque les sociétés ont plus d'argent et nous, on n'a pas de sous. Bon, elle a subi un petit lifting, cette Sandero, avec en particulier la face avant un nouveau logo. Bon, on jugera, c'est une affaire de goût. Elle a des feux à LED, non pas au secours, mais qui éclairent bien. Elle demeure compacte, 4,09 m de long. Elle est plutôt jolie, cette Sandero, grâce aussi à des petits trucs qui permettent de faire chic sans dépenser trop, comme les jantes en tôle. En fait, il y a un enjoliveur, mais il est bien caché, on dirait des vraies jantes alu. Et puis, elle est compacte, mais généreuse, avec un coffre de 368 litres, un logement sous le plancher pour la roue de secours en option, la roue de secours, et puis les places arrière sont suffisamment vastes pour 3 adultes. À l'avant, c'est beaucoup moins basique que sur les premières Dacia. Certes, les plastiques sont rigides, mais la présentation est élégante. Et puis, vous avez ce petit bandeau en tissu qui orne la planche de bord. Ça apporte une touche de raffinement. C'est pas encore du luxe, mais c'est raffiné. L'équipement, il est loin d'être indigent. Sur la version que j'ai essayée, alors tout à l'heure, je vous ai un peu menti, je veux dire 11 990 €. J'ai rajouté 2 000 € pour avoir la version Expression. Et là, avec un équipement vraiment complet à 13 990 €, vous avez des glaces électriques avant-arrière, des rétroviseurs à réglage électrique, des aides à la conduite commandées depuis le volant multifonction. À droite, sur le volant multifonction, l'infodivertissement. Vous avez même un satellite pour la commande du système audio, qui est pas mauvais pour un modèle de base. Une climatisation et même un écran tactile de 8 pouces qui est assez réactif avec un bon graphisme et qui intègre
Apple CarPlay et Android Auto. Et puis pour 400 € de plus, vous pouvez avoir la navigation. Bon, honnêtement, ça sert à rien. Il y a aussi l'allumage des feux automatiques, les essuie-glaces automatiques. Et puis pour mémoire, il y a 20 ans, tout ça, c'était réservé aux berlines de luxe. Et aujourd'hui, on a ça sur les modèles de début de gamme. Sous le capot, une mécanique simple. Pas de turbo, pas d'hybridation, pas 50 cylindres, il y en a que 3. 1 litre essence, 65 chevaux, 95 Nm de couple. Vous allez me dire, oh là là, ça va faire un peu juste. Ben non, non, ma bonne dame, parce qu'elle est légère. Le châssis c'est de la Sandero, c'est celui de la Clio 5, qui a fait référence pendant de nombreuses années en matière de compromis confort tenue de route. On sera donc pas étonné que cette Sandero se montre confortable, tout en offrant un comportement sécurisant. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est légère, 1036 kg, et malgré son petit moteur, elle accélère correctement. Alors bon, certes le 0 à 100, c'est pas un boulet de canon comme avec les voitures électriques, c'est 16 secondes 7, mais ça suffit. Et puis en plus la boîte de vitesse est bien étagée, elle se montre donc suffisamment alerte. Il faut juste rétrograder quand on décide de doubler. On n'est plus habitué aujourd'hui avec les voitures modernes. Là, il faut rétrograder 1 ou 2 rapports pour doubler. C'est la même chose dans les côtes. Il faut rentrer 1 ou 2 rapports. Il faut monter en 4e ou en 3e. Là, le moteur se montre un peu sonore. Autre petit défaut, le débattement de la boîte est un peu important. Mais honnêtement, vu le prix, c'est des défauts qui comptent pas. En ville, la voiture s'en sort bien grâce à son premier rapport court et puis à la bonne souplesse de la mécanique. Et puis sur autoroute, on pourrait se dire, tiens, cette voiture-là, elle va pas y arriver. Pour rouler à 130 km/h en vitesse de croisière, ça le fait parfaitement, hormis sur les faux plats, où, comme je vous l'ai dit, il faudra rentrer un rapport. Le bon côté des choses de ce petit moteur, c'est qu'il se montre également frugal. Sur l'essai avec de la ville, de la route, de l'autoroute, j'ai réussi à ne consommer que 5,7 litres au 100 de moyenne. C'est même mieux que la consommation normalisée, ce qui n'arrive pas souvent. Alors, est-ce que c'est la meilleure voiture du monde ? On avait déjà parlé. Compte tenu du tarif, de la garantie en plus 3 ans, 100 000 km, oui, moi je la considère comme la meilleure voiture du monde. Elle a été d'ailleurs élue Good Deal aux Awards de l'automobile. Là, ce mois-ci d'ailleurs. On va paraphraser une pub ancienne, il faudrait être fou pour dépenser plus. Exactement, et cette petite voiture, elle est géniale. Voilà, la Dacia Sandero, avec un nom très particulier, SCE65. SCE65, c'est le modèle de base. Alors, je sais, Laurence, que vous avez essayé là une version... Je voulais en parler, la Dacia Duster GPL. J'ai adoré le côté Newton, en fait. Avec le GPL, quand on est sur le GPL, en bicarburation, ça démarre plus vite. Il y a plus de pêche, j'ai adoré. Puis, sérieux, au-delà de la motorisation... Il y a plus de pêche, on a plus de chevaux d'ailleurs au GPL. C'est ouf, quoi. Et puis, quand vous faites le plein, vous avez un carburant à moins d'1 €. De moins sur mon plein. Voilà. Trop bien. Et puis l'intérieur est vraiment... ils ont upgradé les intérieurs, c'est ouf. J'avais un siège chauffant, monsieur, j'ai appuyé sur un petit bouton, ça tombe bien, on est au mois de décembre, on a eu du froid. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il y a tout ce qu'il faut dont on a besoin. Il n'y a pas besoin de superflu. Non, mais sérieux, je comprends que vous soyez fan. Moi, j'ai bien craqué. Bon, j'attends avec impatience le nouveau Duster qui va être un petit peu plus cher. C'est vrai qu'on a, souvenez-vous, le premier Duster, c'était en dessous de 12 000 €. Là, on va être juste en dessous de 20 000. Oui, là, ça a bien augmenté quand même. Le GPL que j'ai essayé, on est entre 19 500 et 20 500 à peu près. Et puis, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts pour le CSA, parce qu'on fait beaucoup de pubs là, un peu quand même pour Dacia. J'ai aussi essayé 2-3 Suzuki cette année. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je tiens à le dire. Moi, il y a plein de voitures que j'ai bien aimées cette année. Je vous ferai une liste d'ailleurs pour le Père Noël de 2024. J'ai eu chaud là. Merci beaucoup pour le coup de cœur de l'ami Jean-Luc Moreau pour cette année 2023. Dans quelques instants, on va parler du leasing social 2024. Comment ça marche ? Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et n'hésitez pas, surtout si vous aussi vous avez envie de nous donner vos coups de cœur, par exemple, poser vos questions, réagir au sujet que l'on vous propose dans Parle Auto, vous pouvez nous écrire. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien votre nom, toutes vos coordonnées et on parle auto dans l'objet du mail, ou sinon vous nous retrouvez sur la page sudradio.fr. de Facebook, aussi, ça marche, et au 0826 300 300. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
Comment va fonctionner le leasing social 2024 ? On accueille Clément Leroy qui est associé au sein du cabinet de conseil Wavestone. Bonjour Clément. On dit Wavestone, je crois, Clément. Wavestone. Vous avez remarqué que moi et l'anglais, nous n'avons toujours jamais trouvé le lien d'amitié. Wavestone. Alors c'est quoi Wavestone ? Tiens, faites-le. Rapidement, oui. Oui, nous sommes un cabinet de conseil, donc on accompagne principalement les grandes sociétés, les grandes institutions dans tous leurs nouveaux projets d'innovation. Et donc à ce titre-là, typiquement, on travaille beaucoup sur les sujets du développement durable, de la transition énergétique. Et donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet du leasing social. D'accord. Bon, promesse d'Emmanuel Macron, leasing social, la voiture électrique à moins de 100 € par mois pour les foyers les plus modestes. Ça, c'était la promesse initiale. Ça semble tenu aujourd'hui avec les exemples qu'on a. Alors ça peut s'adresser à qui, ce leasing social ? Oui, alors c'est vrai que ça fait partie vraiment des promesses phares, en tout cas qui figurait en bonne place dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022. La mesure a mis pas mal de temps à accoucher. Il y a eu pas mal de tractations à la fois politiques, industrielles. Et donc là, enfin, c'est Emmanuel Macron himself qui a annoncé l'ouverture du service pour les jours à venir dans une vidéo qu'il a postée très récemment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quelques conditions d'éligibilité, parce qu'effectivement, l'idée, c'est... elles sont quand même drastiques, j'aime bien vos quelques conditions. Alors, on y va, on décrit. C'est un peu sévère, quand même. Première condition importante, c'est le revenu fiscal de référence, donc qui doit être inférieur à 15 400 € par an. Ça veut dire, en gros, pour un couple, que le revenu à deux doit être de 2 500 € par mois. Donc, ça s'adresse vraiment aux plus modestes. Et c'est l'objectif, c'est vraiment de démocratiser le sujet de la voiture électrique, qui est aujourd'hui effectivement réservé plutôt à une classe supérieure. Ouais. Deuxième élément, ça vise les gros rouleurs, et donc c'est en particulier pour les personnes qui font des trajets domicile-travail tous les jours avec leur véhicule, un véhicule thermique aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de le basculer vers l'électrique le plus vite possible. Et donc quand on dit gros rouleurs, c'est une distance domicile-travail d'au moins 15 km, donc ça peut être plus, mais en tout cas au moins 15 km, ce qui représente à peu près 8000 km par an dans le cadre de l'activité professionnelle. Mais ça veut dire que même si on a des revenus conséquents, on peut y avoir le droit non. Si on... non, c'est les deux. Donc il faut gagner moins de 2 500 € par mois et faire plus de 15 km par jour pour aller travailler. Voilà. Donc ça restreint quand même pas mal. Ensuite, après, il y a une offre. Alors elle va s'étendre, évidemment, avec les nouveaux modèles qui vont arriver, mais il y a même des constructeurs qui proposent, on est le target, pour parler in English, comme vous aimez bien, Laurence, d'Emmanuel Macron. Alors dans ces cas-là, on dirait le target. D'accord. Allons au bout des choses. L'objectif d'Emmanuel Macron, on va parler en français, c'était 100 €. Il y en a qui proposent même en dessous de 100 € et pas que des véhicules exotiques, il y a des voitures françaises. Voilà, de toute façon, les voitures produites à proximité sont les plus attendues, parce que l'idée, c'est d'avoir dans les critères pour les véhicules, ce coup-ci d'éligibilité, le sujet de la norme environnementale et l'empreinte carbone. Donc ça exclut de fait les véhicules produits loin, en particulier en Chine, ce qui était un enjeu. Donc là, juste après l'annonce, un certain nombre des constructeurs ont précisé les modèles qui sont éligibles. En particulier, on retrouve la Twingo E-Tech qui sera proposée par Renault à 40 € par mois, et la Mégane E-Tech qui sera, elle, un peu au-delà des 100 € à 150 € environ. Stellantis a également précisé la liste des modèles qui vont être éligibles. On aura la Citroën IC3 qui sera à 54 €, la Fiat 500 électrique à 89 €, l'Opel Corsa à 94 € et la Peugeot i208 à 99 €, donc juste en dessous du seuil fatidique. Oui, ça fait une belle offre quand même. Vraiment bien. Alors, il n'y a pas un nombre de dossiers limité, parce qu'à chaque fois que le gouvernement nous fait un cadeau, on se rend compte que oui, mais vous arrivez trop tard, on a donné le dernier hier. Alors ça c'est fait partie là des critiques qui pleuvent un petit peu depuis l'annonce, c'est que pour l'année 2024 on va être quand même sur une frange assez marginale, puisque l'État a précisé que ce serait 20 à 25 000 foyers qui seraient concernés. Autant dire que par rapport aux millions de personnes qui sont éligibles au vu des critères qu'on a évoqués tout à l'heure, on sera sur vraiment les prémices. Alors c'est un dispositif qui sera sur plusieurs années, qui a vocation à monter en puissance ensuite sur 2025 et au-delà, mais c'est vrai que pour cette première année, voilà, on n'aura que peu
peu d'élus et ce sera le principe du premier arrivé, premier servi. Donc là, la plateforme vient juste d'ouvrir. Vous pouvez commencer à tester votre éligibilité pour savoir si vous êtes bien dans les critères par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et il ne faut pas tarder dès les premiers jours là, de 2024 pour déposer son dossier, déposer toutes les pièces administratives pour avoir une chance de bénéficier de cette mesure. Ouais, ça a quand même le mérite. 25 000, hein, ça va, tout va être, au mois de mars, tout va être terminé. Ouais, en fait. Là oui, ça va se jouer sur quelques semaines. Hein, ça a quand même le mérite d'exister. Enfin voilà, il pourrait ne pas y avoir ce genre de choses. Clément Leroy, associé au sein du cabinet de conseil Wavestone. La promesse était tenue, c'est quand même. Il faut souligner ça. Ouais. Est-ce que ça va pas perturber un peu le marché du véhicule électrique, ce genre d'offre? Clément. On a perdu Clément Leroy. Attendez, j'ai le retour, j'entends plus rien du tout. Je suis désolé. Allô, oui, Clément. Question. Vous êtes toujours avec nous? Je vous demandais. J'ai la régie, j'entends plus rien du tout. Je suis désolé. Alors attendez, donc il y a un petit problème technique. On va gérer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Lucille est sur le coup. Et puis on va vous reprendre dans quelques instants. Oui, ce que je disais, c'est que ça a quand même le mérite d'exister. Et il y a quand même des gens qui n'auraient pas la possibilité d'avoir accès à une voiture neuve. L'ami Jean-Luc, qui vont pouvoir le faire, même si il y a des conditions, comme vous le dites, un peu restrictives. Bon, là, on parlait des voitures neuves en plus qui vont être éligibles, mais il y a aussi les voitures rétrofitées qui seront éligibles à ce fameux leasing social. Donc, on avait par exemple parlé à un moment de rétrofiter les Twingo de première génération en véhicules électriques et ça sera accessible au leasing social. On a retrouvé Clément qui sonne. Bonjour Clément, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Super. Bien. Alors, on a quelque chose qui sonne dans le studio. Il y a quelqu'un qui a laissé son téléphone. Est-ce que ce serait l'ami Jean-Luc? Oui, c'est l'ami Jean-Luc qui a laissé son téléphone. Mais c'est parce qu'il veut finir l'année en beauté, en musique. C'est une sonnerie à laquelle je ne suis pas habitué. C'est pour ça que je n'ai pas percuté du tout. Mais moi non plus, d'ailleurs, parce que je la connais bien. Bon, alors, pardon, revenons sur notre sujet. Revenons à nos moutons, qui ne sont pas des moutons, mais des voitures. Je vous demandais, Clément, est-ce que ça risque pas de perturber le marché de la voiture électrique, qui est un peu fragile en plus en ce moment, ce leasing social? Oui, donc c'est sûr que, je le disais, la mesure a mis du temps à se concrétiser, à la fois parce que la réflexion sur les critères était assez tendue entre les différents ministères. Il y avait différents sujets qui étaient évoqués, les zones géographiques, etc., mais aussi d'un point de vue industriel. C'est vrai que le marché est tendu, l'inflation touche évidemment de plein fouet le coût des véhicules. Je regardais là sur l'année 2023, le coût moyen des véhicules électriques est autour de 42 000 €, c'est 8% de plus que l'année dernière. Donc c'est sûr qu'on est sur un marché qui quand même est compliqué. Et puis on rajoute à ça donc ces mesures qui vont venir entre guillemets booster le marché d'un côté, mais aussi déséquilibrer les gammes des constructeurs. Donc c'est aussi pour ça que cette année de 2024 c'est plutôt une année de transition avec une sorte de test grandeur nature avec ces 20 à 25 000 dossiers avant vraiment peut-être d'ouvrir encore de manière plus importante cette mesure à partir de 2026. Donc on aura l'occasion d'en reparler. D'autant qu'on en parlera tout à l'heure. Les primes d'assurance vont augmenter et dans ce leasing social, il n'y a ni l'entretien ni l'assurance et l'assurance va augmenter en particulier beaucoup plus pour les véhicules électriques. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc ça risque malheureusement de plomber un petit peu le système sur le long terme. Oui, alors on peut peut-être préciser l'adresse de la plateforme qui va permettre de s'inscrire sur ce dispositif. Donc c'est mon-leasing-social.gouv.fr. Donc la plateforme là vient d'être ouverte. Donc comme je le disais tout à l'heure, les uns et les autres peuvent s'enregistrer et faire un test d'éligibilité en rentrant les critères de travail, de revenus, etc. Et ça permet de se préinscrire en vue de l'ouverture qui elle interviendra dès le début 2024. Bon, on a fait un point très bien. Merci beaucoup Clément Leroy. Et on aura l'occasion d'ailleurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en de vous retrouver d'ici début plaisir. 2024. Associé au sein du cabinet de conseil Wavestone. Parfait, super. Vous voyez, quand on m'explique bien en fait. En anglais, ça va marcher. Merci beaucoup. Allez, à suivre avant la fin de notre émission, on va de nouveau parler du permis de conduire, mais du permis à 17 ans. Est-ce oui ou non une bonne idée? Et le décret a été publié le 20 décembre dernier. On en parle avec Patrice Besson, qui est le président national Mobiliance pour l'éducation et sécurité pour les écoles ESR. Bien sûr, vous avez compris, école de conduite. À tout de suite. Présenté par Back2Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie.
Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau. Et on va parler permis de conduire très exactement pour la fin de cette première heure, de cette dernière émission de On parle auto de l'année 2023 avant de vous retrouver samedi prochain. Nous serons le 6 janvier. On va parler du permis à 17 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors évidemment, vous êtes attendu au 0826 300 300 si vous voulez nous donner votre avis ou sur la page Facebook de Sud Radio. Et on accueille tout de suite Patrice Bessonne qui est président national Mobiliance de ESR Éducation et Sécurité Routière. Salut Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Et puis on salue Mobiliance. Bonjour. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Laurence va pouvoir passer son permis, enfin. À 17 ans. Elle qui vient d'avoir 17 ans. Je vous adore. J'adore l'ami Jean-Luc. Ah, ça fait au moins 17 ans que je l'ai, par contre. Hein. Déjà. Ouais, bon, c'était une promesse d'Elisabeth Borne. Je disais tout à l'heure que quand on parlait du leasing social, la promesse d'Emmanuel Macron avait été tenue, la promesse du ministre des Transports avait été tenue sur les points, là, la promesse du permis à 17 ans est tenue. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? C'est plus ça la question. Est-ce que, alors pour vous, professionnels de l'éducation routière, est-ce que passer le permis à 17 ans, d'abord, est-ce que ça va pas créer une affluence supplémentaire pour passer le permis alors qu'on sait déjà qu'on manque d'examinateurs pour la conduite? Et est-ce que en termes de sécurité, c'est une bonne chose? Vous avez 2 heures. Ouais. C'est la copie de philo. C'est ça. Super. Super. Non. Est-ce que, d'abord, pour vous répondre, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, mais je vais vous dire les 2 mais qu'il y a derrière. Après, sur l'affluence dans les écoles de conduite, ça pourrait être absorbé parce que tout le monde ne va pas arriver en même temps. Vous savez, il y avait déjà les conduites accompagnées qui pouvaient passer, pas conduire seul, mais passer l'examen à 17 ans et continuer à conduire avec les parents. Donc ceux-là pourront être lâchés directement. Donc ça, on va pouvoir y arriver. Le problème des examens, très bien vu Jean-Luc, pourquoi? Parce que déjà on est à flux tendu. Il y a déjà des départements parfois qui manifestent qu'ils n'ont pas assez d'inspecteurs. Oui, il faut quoi? Donc, il faut entre 4 et 6 mois parfois pour passer l'examen. Alors là, vous voyez un léger flux supplémentaire va poser des gros problèmes. Au ministère, nous leur avons fait savoir que nous étions inquiets là-dessus. Ils disent qu'ils vont être capables de l'absorber. Oui, donc, c'est ça. Verra. On va s'inscrire au permis à 17 ans, on le passera à 40. Oui, voilà. C'est peut-être un peu ça. Ouais. C'est peut-être un peu ça. Alors, par contre, après, sur les oui, mais, il y en a un où vous l'avez mis en avant, c'est le problème de sécurité. Il y a un peu un vide. Oui, il y a un peu un haro de toutes les associations, ligues contre la violence routière, etc. Là-dessus, ils n'ont pas complètement tort. Oui, parce que si on reprend les chiffres, Patrice, les 18-24 ans, c'est 8% de la population au volant et c'est 17% de la mortalité routière. Dont la grande partie par alcool. C'est l'alcool qui tue le plus les 18-24 au volant. C'est l'alcool et la drogue aussi. Oui, mais voilà. Donc voilà, beaucoup faites gaffe demain soir, s'il vous plaît, tout le monde. Voilà, il faut faire très gaffe, oui, tout à fait. Bon message, super génial. Il faut faire très attention, rentrer en Uber, ou en VTC, voilà, je donne pas de marque. Ou rester dormir sur place. Ou rester dormir sur place, tout à fait. Non, juste pour revenir, Elisabeth Borne n'a pas été complètement sincère. Elle a dit, dans les autres pays européens qui ont pris cette mesure, il n'y a pas d'accidentalité en augmentation pour les jeunes. Oui, mais dans les autres pays, il y a un système de revoyure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, pendant un an, entre 17 et 18 ans, ils reviennent en école de conduite, faire une sorte de rendez-vous pédagogique, hein, c'est une demi-journée, hein, c'est pas 20 heures de formation supplémentaire, c'est une demi-journée en théorie, c'est-à-dire pas pour faire du code, mais pour faire de la psychologie de la conduite et de la prise de risque, justement sur l'alcool, la vitesse, etc. Au bout de 6 mois, et on confirme au bout d'un an, quand ils ont 18 ans, pour confirmer le permis. Tous les autres pays européens font ça. Pour l'instant, on a demandé à Elisabeth Borne de mettre en place cela, autrement on va être inquiet pour les jeunes qui vont être entourés de leurs camarades de 15 ans,
dans le véhicule et que ça va être compliqué, ça risque d'être très accidentogène. Pour l'instant, pas de réponse, le décret vient de sortir et on ne parle pas de système de revoyure. J'ai une question à poser. Oui. Jusqu'à ce que nous ne soyons pas majeurs, ce sont nos parents qui sont responsables juridiquement si on fait quelque chose. Oui. La conduite à 17 ans, donc je ne suis pas majeur. Si j'ai un accident, comment ça se passe et que je suis responsable? Ce sera moi au volant responsable, comme pour quelqu'un qui conduit une 125 et qui a 16 ans. Ok, moi au volant responsable. Très bien. Par contre, l'assurance, le coût, vous savez que c'est contractuel, l'assurance. Oui. Le coût va être important. Et je viens à mon deuxième mais, si vous le permettez. Bien sûr. Pour moi, c'est une mesure pour les riches. C'est pas une mesure pour le système rural. Pourquoi? Parce Et pourtant, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Hein. Oui, je sais bien, mais ce n'est pas vrai. Parce que je vais vous l'expliquer en 2 minutes. Vous savez, aujourd'hui, la moyenne d'âge pour le passage du permis, 23 ans. 23 ans. 23 ans, parce qu'on n'a pas les moyens de passer le permis avant. C'est vrai que ça coûte combien un permis, Patrice, aujourd'hui? À peu près entre 1800, 2000, 2005. Oh, c'est énorme. Non, c'est pas énorme. Alors, Jean-Luc, je suis obligé de recadrer Jean-Luc. C'est pas énorme, c'est dans la moyenne basse des permis européens. Mais je comprends que ça a un coût. Je vous rappelle, 23 ans. Pourquoi? Parce qu'il le paie avec le compte personnel de formation. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous vous êtes battu. 3 ans, et il le paye avec le compte personnel de formation. C'est top. Alors nous, vous savez ce qu'on a dit à la Première ministre. Si vous voulez pas que ce soit une mesure pour les riches, on vient d'alerter tous les députés. Tous les députés. Il faut rendre portable le compte personnel de formation des parents vers les enfants pour que le coût du permis soit un coût arrivé à 0. C'est une bonne idée, ça. Vous n'allez pas faire de la politique bientôt, Patrice? Non, pas du tout. Mais j'essaye d'être pragmatique. Par contre, il me reste 20 secondes, Patrice. 20 secondes. En 20 secondes, à un parent qui a un gosse de 17 ans, il a en moyenne entre 45 et 47 ans. Il a le compte personnel de formation au taquet. À 30 ans, on ne change plus de boulot. Donc, il n'utilise pas. Il a 5000 euros. Donc, ça veut dire que s'il a 2 enfants, il a 2500 euros possibles pour former ces 2 gosses. Patrice, ça veut dire que le coût du permis en France, 0 €. On a compris votre idée, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. À 30 ans, on peut changer de boulot. À 40 ans, on peut changer de boulot. À 50 ans, on Très est plus... faiblement. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Ouais, mais enfin, les stats. Le nombre de comptes de formation qui ne sont jamais utilisés. C'est ça. Il y a ça aussi, quand même. Par contre, je suis d'accord avec vous. Et en tout cas, je sais que vous vous battez pour ça depuis longtemps et on vous donnera de nouveau la parole sur Sud Radio, comme on vous l'a toujours donné depuis que on fait de l'auto sur Sud Radio. Vous savez que Sud Radio bonne idée, mais il y a 2 mai, c'est ce qu'on va retenir. Ouais. On vous embrasse, Patrice Besson, président national Mobilier en CESR Éducation. Passez de bonnes fêtes et faites attention. Sécurité vous êtes super, continuez comme ça, Sud Radio, vous êtes au top. Merci. Merci à vous. Et puis bon réveillon demain soir et soyez tous prudents sur les routes. Allez, on arrive sur le journal de midi et dans quelques instants, on se retrouve. On parlera de pneus avec le coup de frein sur les prix des pneus en 2024 qui font partie peut-être des bonnes nouvelles quand même pour bien finir l'année 2023 et bien commencer 2024. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente Sud Radio, on parle auto. Oh bah dis donc l'ami Jean-Luc, voilà, 2e heure pour la dernière de l'année 2023. Je sais pas ce qui vous est arrivé, mais on a un programme super chargé. On va parler des assurances qui augmentent, du bonus qui baisse, du malus qui augmente. On va parler du baromètre des véhicules de collection 2024, du contrôle technique des 2 roues qui démarre aussi en avril 2024, et puis des modèles les plus attendus en 2024. Des modèles de voitures, des modèles auto, puisqu'on parle auto. Les plus attendus pour 2024. Eh ben, voilà, ça c'est le sommaire de la 2e heure. Waouh, c'est très chargé. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite, parce que je pense qu'il va nous falloir 2 heures de plus aujourd'hui. Allez, c'est parti, on parle pneu. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et on accueille Monsieur Pneu de Sud Radio et dont parle auto, Dominique. Comment ça va, Dom? Bonjour Dominique. Eh ben ça va très très bien. Et vous? Vous êtes rentré du Grand Nord parce qu'on m'a dit que vous faisiez le Père Noël la semaine dernière. C'est vrai ça? Oui, c'est ça. Il paraît qu'il y aurait des photos sur le net. Oh, dites donc, on va pas tout dévoiler de la vie publique de nos invités. Dominique, c'était bien passé Noël? Ça a été?
Ah oui, ça s'est très bien passé. J'ai offert des livres puisque nous avons remis des livres et lors de la lecture du Grand Prix du livre automobile et de la mobilité, j'ai trouvé des ouvrages géniaux, magnifiques. Top. Oui, je comprends. Ça s'appelle Provence en 3 couleurs ou 3 couleurs de Provence. Et je connais quelqu'un qui s'appelle Laurence P. et qui a écrit ces livres-là. Non, rien à voir. Bon, Dominique, pour parler d'une bonne nouvelle, on a eu les 2 années précédentes des augmentations, on va dire, assez conséquentes sur les pneumatiques. Est-ce que ça va cesser de grimper et même est-ce que cette tendance va s'inverser en 2024 ? Alors oui, il y a eu des augmentations énormes qui sont de l'ordre de 20%, qui étaient liées en particulier à la guerre en Ukraine, puisque pour fabriquer des pneumatiques, il faut pour le moment du pétrole et du noir de carbone. Il se trouve que le noir de carbone en particulier venait de Russie et donc les manufacturiers ont dû trouver des alternatives à des prix supérieurs qui ont été répercutés sur le prix des pneus aux consommateurs. Donc les pneus ont augmenté de manière très très importante. Les manufacturiers ont trouvé des solutions. Cette période étant un peu derrière nous, les prix des pneus se sont stabilisés et on a même noté une légère baisse. Donc, qui nous laisse penser qu'en 2024, les pneus n'augmenteront pas et baisseront. Il faut savoir aussi que le marché du pneu n'est pas très porteur, qu'il y a une concurrence farouche qui s'exerce entre les manufacturiers et que ça, c'est plutôt bien pour les consommateurs. Oui, donc les prix vont se dégonfler sur les pneus. Les prix. Il y a un drôle de bruit là aussi. Vous avez dégonflé quoi là ? Dégonflé le pneu. Alors, les pneus à pneus équivalents vont baisser, ça on le comprend, mais il n'y a pas que ça, il y a des bonnes nouvelles aussi, parce que les nouveaux types de pneus qui étaient arrivés plus chers que les autres, finalement, vont se retrouver moins chers. Je vous laisse expliquer dans le détail, parce que là, ce que je viens de dire, en fait, personne n'y comprend rien. En fait, les pneumatiques été et les pneumatiques hiver ont des écarts de prix puisque les technologies sont pas les mêmes, les matériaux sont pas les mêmes, et puis on a inséré entre les deux un pneumatique toute saison ou 4 saisons, qui est donc un intermédiaire entre pneu été et pneu hiver, et les prix aussi étaient intermédiaires. Et puis la loi de la concurrence là aussi a joué, et les prix des pneus toute saison ont baissé pour se caler sur le prix des pneumatiques été. Et on assiste même parfois à des prix de pneumatiques toute saison qui sont inférieurs à ceux des pneumatiques été. Ah ça va permettre aux gens de s'équiper justement pour la fameuse loi montagne. Alors en matière de réglementation, qu'est-ce qui va évoluer justement ? Alors juste concernant l'attitude des consommateurs, effectivement, il y a de nombreux consommateurs qui s'équipent en pneumatique toute saison, puisque c'est un pneumatique sur 3 qui est vendu sur le marché à l'heure actuelle. Bien. Oui. Donc ça c'est très important, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc en fait, c'est quand même très très intéressant, et ça permet aux automobilistes d'avoir des pneus conformes à la loi montagne et de rouler toute l'année sans avoir à changer de pneumatique. D'accord. Dans la loi montagne, il y a des choses qui vont changer cette année. Alors, verbalisation ou pas verbalisation ? Alors ça, je suis incapable de vous répondre. Très probablement pas de verbalisation jusqu'au 31 mars 2024. Maintenant, à partir du 1er novembre 2024, on ne sait pas ce vont décider les pouvoirs publics. Parce que là, en l'occurrence, c'est eux qui sont maîtres de l'affaire. Le décret n'est toujours pas signé. Cependant, je rappelle que certains assureurs ont décidé de ne pas couvrir les véhicules qui n'étaient pas équipés en cas d'accident, que les chefs d'entreprise ont l'obligation de donner à leurs employés du matériel qui garantit leur sécurité, dont le matériel roulant. Et puis, j'ai vu dernièrement que des préfets avaient interdit l'accès à des zones de haute montagne aux véhicules qui n'étaient pas équipés, tout simplement pour des raisons de sécurité. D'accord. Bon, les fameux pneus M+S dont on a parlé il y a un peu plus d'un mois, là, pour le coup, ça sera terminé à partir du 1er novembre.
Tout à fait, ça c'est clair. Alors, je répète ce qu'on a déjà dit, les pneus M+S sont pas interdits, mais ils seront plus considérés comme des pneumatiques conformes à la loi montagne. Et effectivement, il faut attirer l'attention des possesseurs de SUV, parce qu'il y a beaucoup de SUV qui sont équipés de pneumatiques M+S non marqués 3PMSF. D'accord. Alors, vous arrivez à reconnaître, vous, les SUV, hein, alors que sur votre carte grise, vous avez un SUV, c'est écrit break. Tiens, j'ai regardé sur la mienne, c'est un break aussi. Hein, donc, je sais pas comment à Paris, comment ils vont faire pour verbaliser les SUV, puisque c'est des breaks. Ouais, bon, clair. Ça, c'était la petite parenthèse. Bon, sur le plan, l'ami Jean-Luc a encore frappé. Puisqu'on parle écologie, on va parler écologie, tiens. Avec tout d'abord l'entrée en vigueur de Euro 7 qui va prévoir les particules émises par les pneumatiques. Elles vont être prises en compte, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, les véhicules électriques n'émettent plus de particules qui émanent du moteur, donc il reste ce qu'on appelle les particules hors échappement, freinage et pneus, oui. Voilà, qui sont freinage et pneumatique, et donc la loi Euro 7 ou la réglementation Euro 7 prévoit une mesure des particules émises par les pneumatiques. Bon, alors ça c'est prévu, mais on ne sait pas comment ça va être mesuré aujourd'hui. Ouais. Voilà, aujourd'hui, effectivement, les procédures d'analyse n'existent pas ou ne sont pas définitifs. Ça, c'est intéressant tout de même, parce que les véhicules électriques, donc qui n'émettent plus de particules qui émanent de l'échappement, émettent plus de particules qui émanent du pneu. On rappelle pourquoi, tout simplement parce que les véhicules sont plus lourds, voilà, que les couples sont supérieurs, et a priori, enfin ça c'est les premières études qui ont été faites qui montreraient que les particules émanant des pneumatiques sont 20% supérieures sur les véhicules électriques. D'accord. Bon, des particules qui sont de moins en moins dangereuses au niveau des pneumatiques quand même, parce qu'il y a aussi, sur le plan écologique, dans la fabrication des pneus, des matières qui rentrent aujourd'hui, qui sont plus respectueuses de l'environnement. Alors ça, c'est quand même l'affaire réjouissante, c'est que les manufacturiers, en tout cas les grands manufacturiers, cherchent à produire des pneus à l'horizon 2050 sans matériaux pétro-sourcés, donc d'origine pétrolière, et en utilisant des matériaux soit recyclés, soit des matériaux éco-sourcés, donc qui proviennent du végétal. Et effectivement, avec ce type de matériaux, il est prévu que les particules émises par les pneumatiques ou dispersées par les pneumatiques soient biodégradables. Bon, que des bonnes nouvelles au niveau du pneu, finalement. Qui c'est qui avait raison au début de l'émission Je pense qu'on se donnera un rendez-vous à plusieurs reprises en 2024. Ah oui, mais super. On a un rendez-vous toutes les semaines. Alors. Sur Sud Radio. Ça s'appelle On parle auto. On vous invitera, Dominique. Et la chronique s'appelle Parlons pneu, parlons bien. Parlons bien. Voilà, on connaît bien. Il va y avoir plein de bonnes nouvelles pour la planète. Et pour les automobiles. On vous embrasse. Allez, Dominique Stenfeld, bonne fin d'année 2023. Oui, enfin pas encore bonne année. Non, bonne fin d'année 2023. Si dans cette équipe de garçons, on me laissait finir mes phrases sans me couper la parole, ça serait peut-être bien qu'on comprenne ce que je veux dire. Donc, bonne année 2023, monsieur Dominique S. du Sud. Et à bientôt pour plein d'aventures ensemble en 2024. Ça vous va ? Voilà, bonne année 2024 à tous. Mais non, on n'est que le 30, on fête faut tout leur apprendre. Il aime bien être en avance. Vous rappellerez la semaine prochaine. Voilà, allez, au revoir Dominique S. Mais oui, mais donc c'est pas encore aujourd'hui. On vous embrasse. Allez, bisous. Allez, à suivre, on va parler de Classic Car et du baromètre des véhicules de collection en 2024. Tiens, pour l'occasion, je vais y arriver. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau. Et oui, malheureusement, on va aussi parler de choses qui font un petit peu mal. Vous en avez beaucoup entendu parler dans les médias. Nous, on va prendre le temps de décrypter ce qui se passe. Ce serait l'ami Jean-Luc, l'augmentation des assurances. On enfonce une porte ouverte. Est-ce que vous avez déjà une année vu les assurances baisser, vous ? Non, c'est vrai. Olivier Moustakakis, bonjour. Bonjour. Co-fondateur d'assureland.com. Voilà. Alors, expliquez-nous, assureland.com, c'est ce qu'on appelle un comparateur, vite fait. Un comparateur, exactement. Ouais. On connaît bien, ça va. Bon. Vous, d'après vous, les contrats pourraient augmenter de 3,5% l'année prochaine.
Expliquez-nous comment vous avez fait ce calcul et sur quel contrat ça pourrait augmenter. Alors là, on parle de l'assurance automobile. Il y a une inflation, de toute façon, des tarifs d'assurance, que ce soit en santé individuelle, en habitation, et également, ça va être le cas en assurance automobile. D'accord ? Donc nous, on est sur des prévisions à hauteur de 3,5%. Déjà, entre 2022 et 2023, on est en train de finaliser notre étude, qu'on va sortir début janvier, mais je vous la donne un peu en scoop. Oui. On va mesurer une hausse d'environ 3,3%. Ah, quand même, ouais. C'est énorme. Alors, plusieurs raisons à cela, puisque les assureurs sont des statisticiens, donc ils se basent sur la sinistralité qui est observée, les prévisions et leurs modèles tarifaires sont basés sur ces statistiques. Vous avez eu déjà une augmentation et une inflation des coûts de réparation. On est à hauteur de 8,42% d'augmentation sur les coûts de réparation. Donc ça, malheureusement, ça pèse sur l'enveloppe globale des indemnisations. C'est dû à quoi, Olivier Moussakakis, cette augmentation? C'est les pièces qui sont de plus en plus chères? Inflation sur le prix de la main-d'œuvre, sur les pièces détachées. Alors même s'il y a eu une libéralisation du monopole des constructeurs sur les pièces détachées, malheureusement, les gens n'utilisent pas encore assez les pièces de remplacement. Le remanufacturing. Exactement. Ça permet de faire une économie de l'ordre de 30 à 40% par rapport au prix du neuf. Et il faut le dire aussi, les garagistes ne jouent pas forcément tous le jeu. C'est-à-dire que normalement, ils ont l'obligation de vous proposer deux devis. Exactement, Jean-Luc. Proposer deux devis, un avec pièce neuve et un avec pièce de remplacement. Alors pour se défendre, ils disent que c'est plus compliqué d'avoir les pièces d'occasion. On va les appeler d'occasion pour que tout le monde comprenne. C'est plus compliqué d'avoir les pièces d'occasion. C'est vrai que le sourcing est sans doute un peu moins bien fait, il est en train de s'organiser que sur les pièces neuves, et puis la disponibilité n'est pas forcément évidente. Si vous avez une voiture qui est un peu plus rare, ça va être difficile de trouver. C'est en train de bouger. Ça bouge parce que même Valeo et à son côté remanufacturing, même les grands équipementiers sont en train de le faire. Bien sûr, c'est en train de s'organiser. Donc ça permettrait de faire des économies. Et Bosch Car Service le fait beaucoup auprès de ses garages. C'est à la fois des économies et c'est bon pour l'environnement aussi, parce que c'est autant de pièces qu'on ne fabrique pas. Ça, c'est clair. Donc le prix des pièces détachées, c'est 10,9% d'augmentation en 2022. C'est énorme, c'est énorme. Donc, alors les assureurs, qui sont tous sauf des philanthropes, n'aiment pas avoir des comptes en rouge, donc ont décidé de rééquilibrer sur les primes d'assurance pour 2024. Alors, ils n'ont pas le droit de perdre de l'argent. Ils sont contrôlés chaque année. Ils ont de la chance. Ils doivent être solvables. Moi, je vais faire assureur. Non, mais c'est vrai. Attendez, excusez-moi. Comme la sécurité sociale avec son déficit, qu'on connaît tout ça. Olivier Moussakakis, cofondateur d'Assureland.com, les assureurs n'ont pas le droit de perdre de l'argent. Ah non, ils sont obligés d'avoir des provisions suffisantes pour pouvoir indemniser un sinistre dans le futur. Donc ils sont obligés de provisionner des sommes, mais notamment ils ont des règles à respecter. Ils sont contrôlés toutes les années par leur gendarme des assurances qui s'appelle la CPR, qui est leur organe de contrôle, qui vient vérifier justement leur solvabilité. Donc c'est pas... j'aurais appris. J'ai bien fait de venir. J'ai appris quelque chose. J'ai appris un truc. Donc je vais arrêter de pourrir la vie d'un pote qui est assureur, que je traite d'escroc en permanence. Parce qu'on parle beaucoup des réparations, il n'y a pas que ça qui a un impact, il y a aussi l'aspect climatique, parce que malheureusement, on a eu des tempêtes. On a pris cher, là. Des orages de grêle, donc il y a eu des véhicules qui ont été endommagés en masse, malheureusement, et ça, il est de plus en plus fréquent, et des vols aussi qui ont augmenté. Donc on est malheureusement sur une inflation à peu près globale, sur tous les postes, on va dire, de dépenses, en termes d'indemnisation. Et vous avez aussi un phénomène qui, lui, est plus structurel, c'est que les véhicules sont de plus en plus équipés d'électronique, donc ça coûte de plus en plus cher en termes de réparation. Ceci expliquant cela. Alors, ça, c'est la mauvaise. C'est la mauvaise nouvelle pour tout le monde, les 3,5%, mais ceux qui ont des voitures électriques, ils vont prendre encore plus cher. Expliquez-nous pourquoi. Alors pas forcément. Il y avait une exonération de taxes qui est environ de 30% jusqu'à fin décembre, jusqu'au 31 décembre. Et là, dans le nouveau projet de loi, alors ce n'est pas encore voté, mais a priori, les derniers communiqués du ministère indiquent qu'ils vont remettre en place une exonération, alors qui va être sur 2 ans et qui serait à hauteur de 75% sur les taxes, sur les contrats d'assurance pendant 2 ans. Donc a priori, il va persister une exonération, alors qui sera moindre la première année, elle sera de 75%. Mais elle va se prolonger 2 ans, donc il y aurait 75% la première année et la deuxième année. Donc il ne va pas y avoir un gros seuil, parce que là on avait prévu il y a encore quelques semaines 15% d'augmentation pour les assurances des véhicules électriques. Vous nous dites ça n'aura pas lieu.
Alors, a priori pas, puisque a priori ce serait voté avant le 31 décembre, c'est ce qu'indique le ministère. Ah bah là, ça va, il ne reste plus beaucoup de temps. Non. Bon, mais vous savez qu'il y a beaucoup de décrets. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ouais, il y a beaucoup de décrets qui sortent dans la nuit, entre la nuit du 31 décembre. Oui, Dame Laurence, une question ? Oui, monsieur Jean-Luc, parce que dans l'émission juste l'heure précédente, on a parlé du fameux permis de conduire à 17 ans et notre ami Patrice Besson des écoles de conduite nous disait attention les assurances, sur les prix des assurances de 17 ans à 18 ans, etc. Vous nous confirmez ? Alors, c'est mis en place à partir du 1er janvier, normalement. Ce sont les dernières informations qu'on a du ministre là-dessus. Donc, ça fait partie des jeunes conducteurs. Les jeunes conducteurs payent beaucoup, beaucoup plus cher, clairement, puisque les assureurs appliquent une surprime, mais ils ont le droit de le faire pour les 3 premières années. Donc, là où en moyenne, alors on était à 630 € en moyenne en 2022, on va être en fin 2023 à 651 pour être précis, sur la prime moyenne. Pour un jeune conducteur, on bascule sur 1100, 1200 €. Oh là là. On est vraiment... Voilà, donc en plus... Vous vous rendez compte que la prime d'assurance va coûter plus cher que le leasing social de la voiture sur l'année quand même. C'est un truc de dingue. Alors le leasing social qui est annoncé par le gouvernement ne prend pas en compte le coût de l'assurance. Oui, on est d'accord, c'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Si vous êtes un jeune conducteur et que vous voulez vous rouler avec... jeune conducteur, vous avez des revenus faibles et vous dites tiens, je vais profiter du leasing social pour rouler en voiture électrique, rouler plus propre, finalement, ça va vous coûter plus cher de vous assurer que de louer la voiture. La dernière chose pour finir, le lot de consolation, on n'aura plus la vignette verte sur les pare-brises, c'est fini ça ? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Alors ça, enfin, on est, je crois, le dernier pays en Europe à la traîne par rapport à ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça va diminuer un petit peu les frais de gestion des assureurs sur ce poste-là, puisqu'ils n'auront plus à faire d'envoi de cartes vertes. C'est bien aussi pour l'environnement, ça évite de consommer du papier inutilement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est réclamé depuis de nombreuses années par les assureurs. Mais ça va arriver quand là ? C'est le gouvernement qui a pour 2024. D'accord. Donc là, on n'a dans 3 jours. On n'a pas de date en 2024. Alors c'était janvier, a priori c'est janvier, après il y a eu des discussions, peut-être avril, le temps de mettre en place ça. Mais bon, c'est imminent, donc c'est enfin une bonne chose et la mesure a été ratifiée. Merci de finir sur cette note un peu verte et positive. Olivier Moustakakis, cofondateur d'Assurland. Et puis vous avez été extrêmement clair, j'ai tout compris, merci beaucoup. Merci. Non, je fais pas la potiche exprès, mais... Et puis bonne fête de fin d'année, Laurence. Non, à Olivier. Oui, à Olivier. Oui. Non, vous avez dit bonne fête de fin d'année, Laurence. Non, à Olivier. Nous, on se fera la bise après. Oui, voilà. Je vous taquine. Mais non, mais je taquine. J'adore taquiner l'ami Jean-Luc. On vous embrasse fort. À bientôt. Allez, au revoir. Et puis surtout, très bon réveillon demain soir. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, on parle auto. Et puisque nous sommes un peu dans la partie assurance, on voulait vous proposer un sujet qui va vous faire mal à la tête. Bonus-malus 2024. Qu'est-ce qui change la vie, Jean-Luc ? Avec l'assurance, Dame Laurence, non, mais bonus-malus. Non, mais tu sais pourquoi je pense à ça ? Parce que souviens-toi que pour les assurances, tu as aussi du bonus ou du malus. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, elle fait des relations. J'ai voulu faire un transfert. Alors, vous ne serez pas étonné de savoir que le gouvernement serre une nouvelle fois la vis à propos du malus écologique. Ma brave dame. Donc, à compter du 1er janvier 2024, vous savez, le seuil de déclenchement, c'est les fameux grammes de CO2 par kilomètre. Eh bien, maintenant, il va être fixé à 118 grammes par kilomètre. On aura un petit malus de 50 €, mais surtout, ça grimpe très, très vite. Et le plafond, là, on crève le plafond, parce qu'avant, on était à 50 000 € et maintenant, on passe à 60 000 €. Et là où ça fait encore plus mal, c'est qu'il n'y a plus ce qu'on appelle la mesure de plafonnement. Alors, autrefois, je vais essayer d'être pensez clair. À votre maman qui vous écoute. Voilà, je pense à ma maman. Donc, si vous avez un véhicule, je cherche le chiffre là sur mon petit papier qui émet plus, je crois que c'est 191 grammes de CO2 par kilomètre. Enfin bref, je le trouve pas, mais c'est dans cet ordre-là, vous êtes au malus maximum. Donc Ferrari par exemple. 60 000 €. Non, pas forcément une Ferrari. On va prendre l'exemple d'une petite Toyota Yaris GR, qui est une voiture, on va dire, alors certains vont dire oui, il exagère, c'est une voiture de course, donc qui émet trop de CO2 et va se retrouver donc au malus maximum, c'est à partir de 194. C'est parce que je l'avais écrit en trop gros que je le voyais pas. C'est 194 grammes par kilomètre
Donc à partir de 194 grammes par kilomètre, vous prenez 60 000 € dans le museau. Auparavant, c'était plafonné à 50% du prix du véhicule. Ouais. C'était 50 000 €, mais si votre voiture, elle valait que 20 000 €, eh bien, vous n'aviez que 10 000 € de malus. Maintenant, il n'y a plus de plafond. Donc vous avez une voiture, je dis n'importe quoi, ça n'existe pas, mais vous achetez une voiture à 5 000 € neuve, qui émet 194 grammes de CO2 par kilomètre, vous prenez 60 000 € dans le museau. Donc ça paraît quand même complètement fou, mais c'est pas sûr que ça puisse tenir longtemps cette mesure-là. Parce qu'on est quand même dans un pays où normalement on doit tous être égaux face à l'impôt. Or là, on comprend bien celui... Alors, mon exemple était pas bon, mais on prend une voiture à 30 000 € qui prendrait 60 000 € de taxes. Il y a d'autres taxes encore qui s'ajoutent. Vous avez encore la carte grise, vous avez la taxe au poids qui va aussi, dont le seuil de déclenchement est abaissé à 1,6 tonne. Donc, si votre voiture a fait 1,7 tonne, qu'elle émet plus de 194 grammes et qu'elle ne vaut pourtant que 30 000 €, vous allez prendre... un malus de 60 000 plus la taxe au poids dont le calcul est un petit peu compliqué. C'est pas possible. Il est, à mon sens, c'est pas à mon sens, je le sais. Donc normalement, je ne vais pas vous le dire, vous ne l'entendez pas. Non, ce que je vais dire là, bouchez-vous les oreilles. Éteignez. Mais il y a des recours qui sont prévus devant le Conseil d'État pour justement essayer de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Qu'on mette un malus sur les voitures les plus émissives. D'accord, mais il faut qu'il y ait des limites. Est-ce qu'on peut mettre un malus sur un animateur qui parle trop Non, je vous taquine. Mais en fait, vos exemples sont bons dans le sens où on ne va pas parler des voitures peut-être les plus riches, enfin tout le monde les plus chères, mais votre exemple est très très bon. C'est-à-dire qu'une voiture que moi je pourrais m'acheter aujourd'hui à 20 000, 25 000, si elle pollue, je vais me trouver avec 10, 20, 15... 30 000 € de malus, c'est complètement mais même ridicule. Notre petite Dacia Sandero de tout à l'heure, là, vous prenez le modèle au-dessus, la SCE 75, qui fait 10 chevaux de plus. Vous n'avez pas une voiture de sport, elle est à 12 000 €, vous payez 100 € de malus déjà. Non, 100 € de malus, bon. Ça va. Ça va. Mais en fait, en plus, la problématique, c'est que là, on parle de notre pays. Toutes ces grandes voitures qui polluent beaucoup, soi-disant, et peut-être oui, je n'ai pas assez de compétences, mais dans les pays de l'Arabie, on les achète. La planète n'est pas protégée. C'est juste local, pour le coup. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, nos constructeurs ? Ils en pensent qu'ils ont pris le virage de l'électrique, donc à la limite, ça les concerne beaucoup moins. Cela dit, le virage de l'électrique, on en a déjà parlé. Les bonus aujourd'hui, vous avez vu, il y a un score environnemental. Donc, alors, on va faire simple. Les voitures qui ne viennent pas d'Europe n'auront plus de bonus. Il faut que leur prix ne dépasse pas les 47 000 € et il faut qu'elles pèsent pas plus de 2,4 tonnes. Et tout ça, je pense que petit à petit, ça va de plus en plus se restreindre. Donc, on va en arriver. Mais vous savez, l'Allemagne a purement et simplement supprimer du jour au lendemain le bonus sur les voitures électriques. Et on va dire que normalement, il faudrait que ça soit comme ça. Le choix se fera naturellement. Ça obligera les constructeurs. Alors les constructeurs ont gagné pas mal d'argent ces derniers temps. Et là, ça va les obliger à faire des voitures où ils vont moins gagner d'argent. Puisqu'il va falloir faire des voitures moins chères, puisqu'il y a moins d'aides. Bon, moi ce que je vous propose, c'est de parler d'autres voitures qui polluent, et on les aime beaucoup, ce sont les voitures de collection. Elles ne polluent pas forcément, elles ne roulent pas beaucoup, donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui, mais bon, je voulais vous taquiner. Vous avez vu, je suis taquine en cette fin d'année, j'aime bien. Allez, à tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et nous allons parler du baromètre des véhicules de collection 2024 avec un invité assez sympa. Il s'appelle Jérôme Weitens. Non, dit Weitens. Je m'en doutais. Responsable développement de Classic Expert, ça appartient à BCA Expertise. Bonjour Jérôme, on va tout de suite. Vous le prononcez comment votre nom pour Laurence? Voilà. Bonjour, mais c'est Jérôme Weitens. Bonjour Jérôme Weitens. Alors je vous explique plus facilement que ça s'écrit. Merci. Je vous explique pour tous ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio et dont parle auto, c'est que tout à l'heure il y avait un nom en W-A-V-E, j'ai mis VAV. Et là, Jean-Luc m'a dit non, c'est Wave. Et donc là, il y a un W. Je dis, je vais pas me faire avoir. Way, et ben non, là, c'est V. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Comment allez-vous, Jérôme? Très bien, merci bien. Et vous? Très bien. Un mot sur Classic Expert pour BCA?
Bien sûr, alors Classic Expert, c'est la branche expertise des véhicules de collection de BCA Expertise, qui est le leader français de l'expertise de véhicules de tout type. D'accord. Bon, cette année, comme tous les ans, c'est la 8e année d'ailleurs que vous lancez votre baromètre BCA Expertise des 10 véhicules de collection les plus convoités par les passionnés de belle mécanique. C'est ça, c'est la 8e édition du baromètre des véhicules de collection, donc c'est notre analyse du marché de l'automobile de collection sur les véhicules accessibles au plus grand nombre, hein, bien sûr. D'accord, oui. Vous basez sur les expertises qui sont faites dans l'année, c'est pas un truc au doigt mouillé, hein, c'est ça qu'il faut préciser. Alors, c'est pas du tout au doigt mouillé, c'est basé entre autres sur les expertises que nous réalisons, mais aussi sur d'autres données que nous récupérons sur l'automobile de collection pour que ce soit plus fiable. D'accord. Dans les voitures les plus convoitées, l'année dernière, il y avait celle que j'aurais voulu pour Noël, Laurence, mais vous avez raté le coche. Alors, est-ce que c'est la même cette année? On va demander à Jérôme de nous le dire. Quand on conduit, on dit le cocher, monsieur. Le cocher. Alors, je peux pas encore dévoiler le baromètre parce qu'il n'est pas terminé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la première place sera occupée par un véhicule qui ne l'a à ce jour jamais occupé. Oh là là, alors attendez. Et qui détrône les autres. Français, on aura sur le podium cette année 3 véhicules populaires français. 3 véhicules populaires français, ça c'est bien parce que, alors je vais le dire quand même, l'année dernière c'était la Porsche 911, il y avait la 2 chevaux derrière, c'était ça. Hein. Et là on va voir la troisième, c'était quoi? Alors la troisième l'année dernière, de mémoire, ça devait être la Mini, je crois, l'année dernière. Ah, je suis pas sûr. Mais cette année, en tout cas, ça ne sera pas elle. Alors 3 françaises, il y a forcément la 2 chevaux. La 4L. Ouais. Peut-être bien. Peut-être pas la 4L. La R5. Je mettrais la 205 GTI. Moi. Ah. Moi, je mettrais la R5 parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler en plus. Ouais. Les 3 noms ont été cités. Alors moi, je suis sûr que j'en ai 2 sur les 3, puisque j'ai dit 3 et toi, t'en as dit 4. Bon, Jérôme, plus globalement, le marché du véhicule de collection là sur 2023, il a évolué comment et comment vous le voyez pour 2024 ? Alors sur 2023, du fait de tous les événements, qu'ils soient nationaux, internationaux, qui génèrent une hausse globale du coût de la vie, le marché de l'automobile de collection, on voit même au niveau international, il se tasse quand même. Il se tasse principalement pour tout ce qui est véhicule à très forte valeur. On voit que... Qu'est-ce que vous appelez très forte valeur? Parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes échelles. À partir d'1 million d'euros, on va dire. Ah oui, là, c'est alors on a vraiment pas les mêmes échelles. Forte valeur. Ouais. Là, c'est compliqué. Le marché est compliqué. Alors, il y a quelques modèles qui sortent du lot quand même. Mais oui, parce qu'il y a une Ferrari GTO qui s'est vendue 51 millions de dollars. Donc ça va. Voilà. Et de toute façon, ça a des répercussions sur l'ensemble du marché. Et on a un départ des investisseurs de l'automobile de collection, et on se recentre vraiment sur un marché lié aux passionnés. Oui, tant mieux. Ça veut dire que les passionnés pourront acquérir des véhicules qui étaient peut-être inaccessibles il y a encore quelques années, si les prix baissent légèrement. Alors moi, ça fait pas forcément mes affaires, parce que j'ai des voitures de collection, mais c'est avant tout une passion, donc c'est ça qui compte. C'est ça. C'est avant tout une passion. C'est pas pour le vrai passionné. C'est pas le but n'est pas de gagner de l'argent, il est de se faire plaisir. Donc effectivement, si ça baisse et que ça continue de baisser, on a des modèles qui vont redevenir plus ou moins accessibles. D'accord. Pour 2024, vous le voyez comment? Alors moi, ce que j'ai remarqué jusqu'à présent, c'est que les véhicules plus anciens commençaient à être délaissés et qu'on se tournait plus vers ce qu'on appelle les young-timers maintenant, donc des véhicules qui n'ont pas tout à fait 30 ans ou qui sont, on va dire, entre 40 ans et 20 ans, quoi. Donc... C'est tout à fait ça. On a, comme depuis de nombreuses années maintenant, un certain désintérêt pour les véhicules d'avant-guerre, surtout sur les carrosseries fermées. Les carrosseries ouvertes gardent un petit peu d'intérêt, mais les carrosseries fermées sont à la baisse, alors que c'était quand même des époques où on a fait des très belles choses dans l'automobile, mais il y a un certain désintérêt pour tout ce qui est avant-guerre. A contrario, à partir des années 70,
et jusqu'au Youngtimer, effectivement, hein. C'est plutôt sur la pente ascendante. C'est vraiment les modèles qui intéressent, y compris, et je dirais même presque surtout, tout ce qui est populaire, véhicule de moyenne gamme, quoi. Ouais. Je peux vous poser une question personnelle, Jérôme Vétance, oui. Vous qui êtes responsable développement chez Classic Expert, vous avez vous-même une voiture de collection ? Alors moi, j'ai plusieurs voitures de collection. J'ai des populaires françaises d'après-guerre et depuis quelque temps, je m'intéresse aux avant-guerres parce que c'est très différent. Les sensations de conduite sont très différentes et je possède donc une Austin 7 des années 30. Oui, toute petite auto alors. Toute petite auto et je devrais acquérir prochainement une Ford T. Et vous savez qu'on a une très bonne nouvelle à dire à nos auditeurs. Fin 2023 pour 2024, c'est que nous, on parle auto Sud Radio, on sera sur Rétromobile et on en verra plein des voitures comme ça. Oui, on sera sur le stand Renault et on aura les 2 heures d'émission à Rétromobile. Ouais. On parlera pendant 2 heures de voitures de collection. Vous faites des expertises de voitures de collection, Jérôme. Elles sont dans quel état globalement les voitures que vous voyez ? Est-ce qu'elles sont en meilleur état qu'il y a 15 ou 20 ans ? Oui. La qualité des autos augmente avec le temps. Tout ce qui est véhicule qui avait été restauré dans les années 80-90, avec la qualité afférente à ces années-là, hein, on restaurait avec ce qu'on trouvait, on restaurait comme on pouvait. Hein, les budgets étaient moins gros sur les restaurations. Aujourd'hui, ces véhicules-là resubissent une restauration puisqu'on est 30 ou 40 ans après. Et aujourd'hui, oui, la qualité des véhicules est plutôt à la hausse. Par rapport à la fin des années 90. Ouais. Dernière question, quand est-ce qu'on a le baromètre des véhicules de collection 2024 ? Il va être annoncé quand ? Eh bien, il sera lancé sur notre stand à Rétromobile, qui sera pas très loin du vôtre. Ah, super. Vous viendrez en parler. Bienvenue, vous êtes invité. Voilà, vous êtes invité, donc vous nous gardez un créneau. On a un stand commun avec notre partenaire, la FFVE, cette année, et donc qui est pas très loin de suite chez Renault, effectivement, et donc on pourra y trouver le baromètre directement sur site. Bon, merci Jérôme Vétance, responsable développement Classic Expert. Exactement, et merci, et on vous retrouvera évidemment sur Rétromobile, le salon que ça sera en février, très exactement. On vous embrasse, et bon réveillon demain soir, soyez prudents, vous aussi, sur les routes. Allez, on continue notre rendez-vous, juste après avoir parlé de véhicules de collection, on va parler de quelque chose qui fait gratter un peu les gens qui ont des 2 roues, le contrôle technique des 2 roues, démarrage en avril, ça plaît pas à tout le monde. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle aussi moto et 2 roues dans notre émission tous les samedis entre 11h et 13h. Et on va parler du contrôle technique des 2 roues. Bonjour Laurent Palmier. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. PDG. Bonjour Jean-Luc. PDG du réseau Sécuritas, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Wow. C'est la fin de Dallas. Ouais, c'est ça. C'est la fin de Ton Dallas. Univers Exactement. Qui dure depuis, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on parle de ce serpent de mer du contrôle technique des 2 roues. Laurent, la France était le dernier pays en Europe où il n'y avait pas de contrôle technique des 2 roues. Oui, le dernier grand pays d'Europe où il n'y avait pas de contrôle technique des catégories L. Et pourquoi ? Alors ça, c'est parce que c'est un sujet qui a peut-être été un peu polémique depuis une vingtaine d'années. C'est clair. Nos voisins, je pense aux Espagnols, l'avaient mis en place dans les années 80. En Autriche, le contrôle des motos existe depuis 1959. Donc vous voyez, on avait un petit peu de retard. D'accord. Oui, on avait tenté pour les cyclomoteurs en 2012 d'imposer un contrôle technique, mais c'était le Premier ministre François Fillon qui avait voulu mettre ça en place. Je me souviens en avoir parlé, moi. Je crois qu'il était venu en plus dans une radio concurrente. Voilà. Et néanmoins. Concurrente. Et puis ça avait été abandonné. Bon, ça y est, là pour le coup, on est sûr. C'est avril, ça commence, c'est quoi ? C'est le 15 avril, c'est le combien ? C'est pas un poisson d'avril, Laurent Palmier, là. Le 15 avril, oui. Ça démarrera le 15. D'accord. Donc comment on fait ? On sera convoqué ? Comment ça va se passer ? Il faut regarder sa carte grise. Alors déjà, quel type de véhicules sont concernés et quel est le calendrier ? Alors l'ensemble des véhicules de catégorie L, ça veut dire les scooters de moins de 50 cm3 jusqu'aux gros cylindrés moto.
Vous retrouvez aussi les tracks, on pense au Can-Am, on pense au trike Harley. Vous retrouvez les véhicules sans permis, on en a déjà parlé ensemble, qui sont dans le champ de ces catégories L. Donc on a déjà des appels pour des gens qui veulent passer le contrôle de leur véhicule sans permis au 16 avril. Déjà des gens qui commencent à appeler, qui se manifestent, c'est normal. Le calendrier, finalement, on va se retrouver avec quelque chose qui est relativement proche des autos, si ce n'est que la périodicité est différente, puisque le contrôle technique aura lieu tous les 3 ans. D'accord, là c'est les véhicules plus de 5 ans, donc si je fais simple, si votre 2 roues a plus de 5 ans, il faudra qu'il passe au contrôle technique. Donc c'est évidemment, on ne va pas pouvoir passer tout le monde en même temps, donc il y a un échéancier, comment ça va se passer ? Oui, on va contrôler les véhicules d'avant 2017, d'avant 2019, il y a des mécaniques d'échéancier, et puis on mettra sur nos sites internet un système avec une règle de calcul, parce on a 4 mois pour passer après la date anniversaire. D'accord. Mais on a aussi la fin de l'année qui sert de date butoir, donc c'est pas si facile que ça à calculer finalement. Donc il suffira de se rendre sur votre site internet, on rentrera la date de première immatriculation du véhicule et on aura le créneau dans lequel il faut qu'on passe. Exactement, on aura l'échéance max. D'accord. Qui sera calculé en automatique. Donc ça c'est clair. Il y aura combien de centres, vous personnellement, dans le réseau, il y a combien de centres qui vont être dédiés au contrôle technique des motos ? C'est difficile à dire aujourd'hui. En fait, les gens qui vont se lancer dans cette catégorie chez nous sont des motards. Donc oui, parce que ça, c'était une des interrogations des motards qui disent « Oui, mais moi, ma moto, il n'y a que moi qui peut la démarrer, il n'y a que moi qui peut la bouger. Je ne vois pas pourquoi je la confierais à quelqu'un qui risque de la faire tomber. » Donc, ça sera des motards, on est d'accord. Alors, il y a un élément hyper important qui a été mis en œuvre dans l'arrêté qui date du 23 octobre. C'est le fait qu'on autorise les motards à rentrer dans la zone de contrôle et à manipuler le véhicule. Ça n'existe pas pour les autres catégories aujourd'hui. Et ça avait volonté de rassurer les gens par rapport à la manipulation des véhicules. D'accord. Donc de toute façon, on est d'accord, dans les tests qui vont être faits, il n'y a pas de test de freinage ou de choses comme ça en dynamique. Donc il n'y a pas de risque de faire tomber ou de casser la moto. Alors il n'y a pas de risque de casser la moto, ça c'est sûr. Pas de risque de la faire tomber, ça c'est moins sûr, parce que c'est un véhicule 2 roues. C'est pour ça que du coup les propriétaires seront autorisés, parce qu'il peut y avoir des manipulations spécifiques à des modèles spécifiques. D'accord, oui. Mais on peut les rassurer doublement en disant que la quasi-majorité des contrôleurs et des centres qui feront cette activité seront des motards au même titre que les clients. Mais ça veut dire que vous allez recruter du coup ? Vous êtes obligé, vous avez commencé ? Alors, on ne va pas recruter parce que ça, on a évoqué ça ensemble il y a très longtemps, c'est très compliqué de recruter des contrôleurs. Il y a une formation, il y a des diplômes. Par contre, il va y avoir une formation de 33 heures obligatoire pour chacun des contrôleurs qui va vouloir faire la catégorie L. Et on a déjà énormément de motards dans nos rangs qui se sont déjà intéressés à ce sujet-là, donc il n'y a pas de. Donc il y aura suffisamment de centres de contrôle pour pas qu'on soit obligé de faire 100 km pour aller faire contrôler sa moto. Ça c'est important. On rappelle, c'est tous les 5 ans pour une moto, hein ? Non, ça sera tous les 3 ans. Ah, tous les 3 ans. C'est au bout de 5 ans et tous les 3 ans. Neuve, au bout de 5 ans. Ouais. Tous les 3 ans, comme les voitures neuves, 4 ans et tous les 2 ans. Bon, Laurent, on a vu dans les autres pays où il y a des contrôles, des contrôles techniques de moto, que ça n'avait en rien changé l'accidentalité. Donc on nous parle de sécurité en nous disant il faut faire un contrôle technique pour la sécurité. On se rend compte que ça change rien. Très honnêtement, vous pensez pas que ce contrôle technique, il arrive pour vérifier à la fois le bruit des motos, même si pour le moment il n'y aura pas de sonomètre. Alors dites-nous comment elle pourrait être recalée à cause du bruit, et puis vérifier les plaques d'immatriculation, parce que là par contre c'est du grand n'importe quoi. Il y a une moto sur 2 qui a une plaque qui est non réglementaire. Alors moi, je peux pas trop laisser dire que le contrôle technique ne change rien sur l'accidentologie en général, que ce soit sur les motos ou autre chose, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le contrôle technique des 2 roues existe depuis tellement longtemps dans les autres pays que j'aimerais beaucoup savoir si on a des données qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, sachant que le parc change, les conditions de circulation changent, enfin tout change. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que ça a été mis en place il y a quelques mois en Belgique. Et aujourd'hui, en Belgique, il y a un taux de contre-visite de plus de 20%. Ah oui, quand même. Donc, faut pas croire que chez nous, ce sera différent dans un premier temps.
Mais c'est quoi les contre-visites? Parce que moi, je parlais des plaques, là. Typiquement, ça va être le premier truc. Pas sûr. Les pneus, les plaques? Bah oui, les pneus. Les pneus, les éléments de freinage, les éléments de sécurité qui vont être là dans le champ du contrôle, dans un premier lieu. Et ce sont des défauts d'usage et d'entretien. Et je mets pas là-dedans le motard qui est hyper scrupuleux de son engin, mais vous savez que dans les catégories L, il y a des gros scooters. Donc il y a énormément de véhicules différents. Et donc les niveaux d'entretien sont pas du tout les mêmes. Idem pour les véhicules sans permis d'ailleurs. D'accord. Ça coûtera, on n'a pas d'idée, vous allez me dire le prix est libre, mais ça sera moins cher qu'un contrôle voiture, ça on en est sûr. On est sûr que ça sera lié au temps qu'on y passera. D'accord. Donc, et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Non mais c'est bien de répéter les choses, Laurent Palmier, vous savez. Des fois, on a un peu l'oreille dure, nous, quand on attaque notre porte-monnaie. Exactement. Non mais je comprends ça, que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. En réalité, il est évident qu'on passera pas beaucoup de temps sur un 2 roues de type scoot. Parce que les manipulations sont assez aisées. Et le risque de chute est limité. Par contre, lorsqu'on va contrôler des véhicules plutôt lourds, plutôt un peu compliqués à manipuler, il y aura un peu de temps à y passer, mais c'est très difficile de vous dire quel prix à quel endroit, parce que on sera dans la même typologie que ce qui se passe pour les véhicules légers aujourd'hui. Bon, chaque chose en son temps. On en reparlera. Et je vous promets qu'on vous réinvitera, Laurent Palmier, pour que vous puissiez redire les choses. Une petite info complémentaire en 3 secondes. Voilà, exactement. Les motos d'avant 1960 ne seront pas contrôlées. Et en ce moment, la FFVE a fait une demande tout à fait officielle pour que en fait, cette limite soit remontée à 1980. Donc les motos d'avant 1980 n'auraient pas besoin de passer le contrôle technique. À vérifier et à confirmer. Non, c'est pas à vérifier. C'est dans le tuyau, on attendera une réponse du ministère en début d'année. Mais c'est ça que je dis quand je dis à vérifier jusqu'à 1980, c'est qu'on attend la confirmation. Et dans On parle auto, on parlera de vos motos, mesdames, messieurs, si elles sont jusqu'à 1980. Et évidemment après. Merci beaucoup Laurent Palmier. Merci Laurent. Merci à vous. PDG du réseau Securitas Group SGS, leader du contrôle technique en France. Et bon réveillon demain pour passer à l'année 2024. Vous aussi. Merci. Sud Radio, on parle auto. Généralement, Pierre-Olivier, on dit Pierrot. Bon, alors, ça va être une grande année pour les constructeurs français, que ce soit Citroën, Peugeot, Renault, parce qu'il y a des grosses nouveautés qui sont attendues. Oui, une belle année, là, enfin, là, on a des nouveautés essentiellement électriques et hybrides, évidemment. La star du moment, c'est de la Renault 5, qui va être dévoilée au Salon de Genève au mois de mars, une voiture électrique, donc, avec un premier prix autour de 25 000 € hors bonus, une voiture très attendue, bien sûr. Qu'on découvre petit à petit, parce que Renault il y a un suspense terrible, c'est-à-dire il nous dévoile des morceaux, un peu comme un striptease en fait. C'est exactement ça, ils font ça très savamment, c'est très important pour eux, ce lancement évidemment, et ils le font plutôt bien. Avec, je suis d'accord. Voilà. Et elle ressemble vraiment à la R5, il faut le dire. Voilà, c'est ça, c'est la R5 réinterprétée, réinventée, et a priori la voiture de série sera très proche du concept car qu'on connaît déjà, et ça s'annonce comme une voiture très intéressante, on a hâte de la découvrir en chair et en tôle, si j'ose dire. Joli. Et sinon, il y a chez Citroën une autre nouveauté, là, c'est la IC3, la C3 électrique, qui elle aura l'avantage d'être encore un peu moins chère que la R5, autour de 20 000 € hors bonus, 23 000 € pour la première version, puis il y aura une version un peu moins chère après. La IC3 qui démarre pas mal, il y a déjà plus de 10 000 précommandes qui ont été enregistrées là, dans 10 marchés européens. Oui, alors que personne l'a vu en vrai, personne l'a vu, ils l'ont déjà commandé. Ça, c'est bien. C'est ça. C'est super, on aime tellement cette marque qu'on l'achète avant d'en savoir plus. C'est pas mal. Il y a chez Peugeot la 3008, ça c'est un gros morceau pour Peugeot évidemment, c'est une voiture extrêmement importante, c'est un SUV. Un succès qui ne se dément pas même en fin de carrière, c'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Parce que le dernier modèle, la 4008 qui est sorti donc récemment, finalement se vend moins bien que le 3008 alors qu'on pensait qu'il y aurait peut-être un peu plus de concurrence entre les deux modèles, mais c'est pas le cas. Les Français, contrairement à Anne Hidalgo, aiment les SUV. Voilà, vous avez tout compris, Jean-Luc, c'est exactement ça. Les SUV, c'est tout simplement parce que ça répond à
tout ce qu'on peut attendre d'une automobile. Il y a de la place, c'est pas trop encombrant, sauf un peu en hauteur, mais ça c'est pas gênant. Et puis voilà, c'est pratique, c'est bien dessiné. Il y a aussi un effet de mode, hein, c'est quand même un peu plus sympa qu'un monospace en termes de style. Donc forcément, ça marche et c'est ce que les gens vont attendre d'une voiture. Ouais. Donc oui, ça fonctionne bien. Il y a un autre SUV, alors qui n'était pas un SUV avant, dont on va parler chez Renault, qui est très attendu, qui va être électrique aussi. Voilà, c'est le Scénic. Le Scénic, le Scénic, c'est un autre gros morceau chez Renault, avec des prix qu'on nous annonce très compétitifs, même si on les connaît pas vraiment encore, du moins pour la France. Mais a priori, ça devrait s'aligner sur ce que peut proposer un Tesla, notamment avec une gamme qui démarre à moins de 40 000 euros. Évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais sur le marché de l'électrique, ça reste plutôt raisonnable. Et puis on sait que de toute façon, les voitures coûtent de plus en plus cher. Hein. Ça, c'est un problème. Ah oui, c'est dû à quoi ça d'ailleurs, en fait? C'est dû des voitures qui s'électrifient, qui sont de mieux en mieux équipées. Et puis c'est dû aussi à des constructeurs qui, malgré tout, arrivent à les vendre tout en augmentant les prix. Donc ils augmentent leur marge, ils augmentent leur business et on est content pour eux. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est difficile d'acheter une voiture. Aujourd'hui, on a plus recours à la location, même les particuliers. Je crois que les derniers chiffres, c'est 53% de financement en LOA chez les particuliers. Parce qu'aujourd'hui, acheter une voiture neuve, on n'y arrive plus. Donc la location, ça permet de lisser l'effort financier à produire pour s'offrir une voiture neuve. Ouais. Bon, les autres, à part les Français, font aussi quelques voitures. Ça leur arrive. Il y a des trucs très attendus chez les Allemands, les Chinois, les Japonais, les Coréens. Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint de Caradisia, pour ceux qui nous rejoignent. Chez les Allemands, il y a le groupe Volkswagen qui va étoffer sa gamme ID. Alors, ils ont un peu de mal. Ils sont un peu à la traîne en termes de voitures électriques. Mais malgré tout, c'est quand même un acteur incontournable de l'industrie auto. Donc il y aura l'I17, il va y avoir des modèles comme ça qui vont arriver. Chez les Chinois, comme les voitures vont être privées de bonus, ça va être un peu plus compliqué, mais malgré tout, ce sont des voitures, notamment chez BYD, des voitures qu'on observe avec intérêt, parce que c'est des voitures des marques très nouvelles finalement qu'on connaît pas, et puis ils arrivent avec des voitures extrêmement abouties, extrêmement sérieuses, donc des concurrents redoutables. Chez Tesla, alors, elle est déjà arrivée, mais c'est la nouvelle Model 3 restylée, qui connaît un démarrage absolument incroyable. Donc ça va être un bon cru automobile 2024. Oui, puis on a un petit salon à Paris en fin d'année, en espérant que ce soit un vrai salon de l'auto cette fois. On aura sans doute un salon de la mobilité essentiellement, mais il y aura quand même pas mal de voitures à découvrir. Et il y a aussi, on a oublié d'en parler, il y a aussi chez Alpine la A290 qui sera la version sportive de la Renault 5. Et ça, c'est une voiture extrêmement attendue. Et puis on est content malgré tout que cette marque française la Renaissance, tout à fait. Et puis elle est plutôt bien. Plutôt bien. Alors je sais pas pourquoi ils font pas d'essai presse. J'ai pas pu trouver le moyen. Vous l'avez essayé, vous l'avez mis Non, personne l'a essayé. Personne l'a essayé. Bon, mais en tout cas, un grand merci Pierre-Olivier Marie. On est très impatients d'essayer tout ça. Rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com, et on retrouvera tout ça aussi sur caradisiac.com. Si vous voulez voir tout en image, vous allez sur Caradisiac. Et moi, je voulais vous dire quelque chose pour bien finir l'année 2023 à Pierre-Olivier Marie et à toute son équipe. Chapeau, parce que c'est un super boulot qu'ils font sur caradisiac.com. Voilà. Quand on aime la bagnole et tout, c'est un super taf et bravo. Et puis je voudrais dire aussi, puisqu'on finit l'année 2023, quelque chose à l'ami Jean-Luc. Bravo, parce que vous faites un super taf sur Sud Radio. Merci. Merci Dame Laurence. On se retrouve la semaine prochaine alors. Pour nous fêter la nouvelle année. Non, mais très, très, très sincèrement, avec beaucoup d'émotion. J'ai adoré passer cette année 2023 à vos côtés, l'ami Jean-Luc. Et donc on remet ça l'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. Et vous savez ce qu'on se dit ? On va souhaiter un bon réveillon. Oui, parce que j'allais dire, non, on n'a pas le droit de dire encore. Non, un bon réveillon pour demain soir, un bon réveillon à tous ceux qui nous écoutent. Soyez prudents, prenez soin de vous. Les programmes continuent évidemment sur Sud Radio. Dans quelques instants, je vous laisse avec toute l'équipe de Alain Marty Invino, parce qu'il faut choisir de bons vins avec modération pour bien fêter la fin de l'année. Allez. Avec du saucisson. Tout le monde. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr.